Alors, bonjour tout le monde. Merci de venir si nombreuses et nombreux pour cette session table ronde autour, autour des tout ce qui va être un peu les transformations de pipeline. Donc, on a un panel, comme vous le voyez, extrêmement riche. S'excuse aujourd'hui François Tarlier de Dwarf qui était prévu, dont nous avions des super échanges possibles et contenus très complémentaires avec nos invités. Alors, on essaiera de compléter ces informations comme on pourra, sans dénaturer son propos. Donc moi, ce que je vous propose, parce qu'on a des petits supports, peut-être avant de commencer à détailler un petit peu plus en détail le côté, excusez-moi, le côté Miam et 2 minutes, j'avais peut-être une sorte de première question un petit peu générale qui était un petit peu sur les frictions que vous pouvez avoir entre un pipeline qu'on pourrait classer un peu de classique, qui peuvent pousser au temps réel. Et finalement, derrière cette question-là, histoire de la recontextualiser, c'est-à-dire que on le voit, et vous le voyez, vous, dans vos studios et vos productions, les logiques de fabrication évoluent au gré des outils, au gré des technologies. On a vu ce matin des exemples à la fois sur le Gaussian splatting, il y avait aussi les convergences entre recherche et studio. Donc on voit que finalement, les secteurs technologiques, ils évoluent en permanence. Il y a de nouvelles technologies, de nouveaux outils qui transforment les façons de fabriquer. Et donc là, aujourd'hui, on a effectivement un focus qui me semblait assez pertinent entre Lucie, Paul-Émile, qui avait vraiment cet aspect très jeu vidéo. Je pensais que c'était assez intéressant, en accord avec Di notamment, de revenir aussi sur cette dimension de qu'est-ce qu'on faisait aussi avant le temps réel, et de montrer aussi qu'on a toujours eu un petit peu des transformations à la fois sur les technologies. Donc un peu ce fil conducteur d'aujourd'hui, c'est un petit peu qu'est-ce qui peut pousser un peu vers ces nouvelles technologies et comment ça impacte en fait concrètement notre façon de fabriquer. Je ne sais pas si Di, tu veux dire un petit mot. Un, deux, ouais. Oui, alors pour préciser, avant d'intervenir, donc moi j'ai zéro expérience en prod de technologie temps réel, mais ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je suis dans le pipeline animation VFX, et je pense que j'ai eu souvent l'occasion de me poser la question, est-ce qu'on passerait ce projet sur du temps réel ? Et si j'avais à te donner la motivation fondamentale et universelle à chaque fois qu'on se pose la question, c'est pour optimiser la boucle de créativité. C'est les itérations dans notre métier qui font qu'on arrive à avoir une qualité qui, dans le temps donné et dans le budget donné, essaye d'exceller. Et donc, l'idée du temps réel, temps interactif, c'est de pouvoir dire on va faire beaucoup, beaucoup plus d'itérations. Et voilà, donc en dehors avant l'avènement des moteurs de jeu qui nous ont permis de faire ce que 2 minutes et Miam vont pouvoir vous présenter, on a eu plusieurs occasions, on a eu du GPU, on a eu le denoising, et tout ça, ça a été des transformations qui ont été fortes, mais qui n'ont pas été des transformations du paysage complet. C'était des transformations, encore une fois, itératives de la technologie. Et là, en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce passage à quelque chose qui est fondamentalement différent, et donc comment est-ce qu'on l'approche et comment est-ce qu'on y arrive avec vos exemples. Super. On commence par, je sais pas, là j'ai le slide de 2 minutes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Paul-Émile Buteau. Je suis superviseur pipeline depuis maintenant presque 2 ans chez 2 minutes. Et en fait, un petit peu comme dit, moi, j'ai plutôt un parcours, ça fait 10 ans que je suis dans l'animation, et je suis plutôt précal. Donc, vraiment les technologies assez traditionnelles qu'on utilise depuis maintenant, je sais pas, une trentaine d'années presque. Donc principalement du path tracing, pour ceux qui connaissent un petit peu ce type de technologie. Et donc là, c'était un petit peu ma première expérience avec des outils plutôt temps réel. Donc là, en l'occurrence, chez 2 minutes, c'est plutôt Unreal Engine qui est utilisé. Alors sachant que 2 minutes, historiquement, c'est plutôt un studio qui fait des productions 2D. C'est un studio qui existe depuis une trentaine d'années, et ils font principalement ça historiquement. En fait, ils ont commencé à faire de la 3D depuis les années 2020 à peu près. Et en fait, ils ont fait le choix
de technologie temps réel, parce que c'était quand même, ça commençait un petit peu à avoir le vent en poupe. Et puis après, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons évidemment économiques. Il y a des raisons, comme tu disais, de chercher à essayer d'itérer plus rapidement. Et donc là, moi, j'ai eu l'occasion de mettre en place en fait du pipeline, notamment sur le film Les Légendaires, donc qui est un film qui est donc c'est un long métrage sorti au cinéma qui a été intégralement rendu dans Unreal Engine. C'est-à-dire que tous les éléments que vous voyez dans les images du film, ce sont bien des éléments qui se retrouvent à l'intérieur du moteur. Il y a pas on n'a pas surcomposité des images par-dessus. C'est vraiment le cœur du film tourne autour d'Unreal Engine. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter un petit peu. Peut-être que tu veux, Lucie, reprendre. Je peux compléter. Ouais. Je pense que tu peux mettre les premières slides de l'autre diapo, du coup. Alors, ma réponse va être un peu plus technique. Un projet, souvent, quand on l'aborde d'un point de vue technique, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire de belles images pour un moindre coût ? Donc, où est-ce qu'on peut aller faire des économies ? Donc, ça, c'est les étapes qu'on a dans un dessin animé classique. Les images viennent du film Spy. Et du coup, l'idée, c'est de réduire les coûts et notamment de réduire tout ce qui est lié à la technique pure, non artistique. Pour ça, il y a une étape qui est intéressante de supprimer ou de réduire au minimum. Ça va être tout ce qui est rendu. Donc le rendu, en général, c'est juste vos machines qui tournent pendant 2 semaines sans input des artistes. Ce qui en découle aussi, c'est que par exemple, des métiers comme le lighting travaillent sans savoir vraiment ce qu'ils font, en précalculé. Des métiers comme le layout, où ils travaillent sur des boîtes grises, qui n'est pas très valorisant. Donc l'idée avec le temps réel, c'est de donner des réponses, des solutions à ces problèmes. Typiquement, des temps de rendu moindres. Donc tout ce qui est les 2 semaines d'attente, vous ne les avez plus, vous réduisez ça en général à quelques jours. Donc ces semaines, soit on peut livrer le projet plus tôt, soit on peut laisser plus de marge aux artistes pour travailler. Le lighting, ça va être, avec différentes techniques, permettre aux lighters de voir directement en temps réel ce sur quoi ils travaillent. Et ce qui découle de ça, ce qui arrive souvent après, c'est qu'au layout, on peut aussi donner un environnement de travail plus agréable, plus glamour aux lighters, mais je pense que ça, c'est ce dont on va parler pendant toute la conférence. Tu enchaînes sur... Non, c'est bien, c'est fluide. Donc là, on est vraiment sur, je dirais, les aspects positifs du passage au temps réel. Mais c'est vrai que dans nos échanges, on a quand même pointé aussi, non pas cette idée que passer au temps réel, ça serait mieux, mais c'est un choix structurant qui amène à la fois des avantages, mais aussi des inconvénients. Souvent, quand on dit pipeline temps réel, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est qu'on a tout de suite l'image d'un jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, je vais faire ma série ou je vais faire mon film un petit peu comme si je faisais un jeu vidéo. Alors là, j'ai justement, sur les légendaires, je vous ai compilé quelques chiffres. Et donc juste pour recontextualiser, donc les légendaires c'est avec Unreal Engine 5.4. On utilise le rasterizer et Lumen pour rendre ce film parce que en fait Unreal Engine a aussi un path tracer, mais ça je reparlerai éventuellement plus tard. Et également, ce qui est important de noter, c'est que sur les légendaires, les seules étapes qui sont réellement faites dans Unreal Engine, c'est en fait tout ce qui est le surfacing, le set dressing et le rendu. C'est-à-dire que toutes les parties, j'allais dire plus classiques, de modélisation, de rigging, d'animation, toutes ces étapes-là ont été faites pour le coup dans Maya. C'est-à-dire dans une approche totalement classique, tout ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de studios. Et là, du coup, je vous ai compilé quelques petits chiffres. Alors, je pense que celui que tout le monde a envie de connaître, c'est les temps de rendu finaux. Parce que c'est ça, en fait, qui justifie d'une certaine manière l'utilisation de technologies temps réel. Enfin, en tout cas, un des aspects. Et là, vous voyez qu'en fait, sur les rendus finaux, on est à 54 secondes par frame. C'est-à-dire que pour rendre une image du film, il faut 54 secondes. Donc ça, c'est les rendus finaux. C'est-à-dire, je ne vous parle pas des temps de rendu de prévise, de petites choses comme ça, où on peut être largement en dessous. Typiquement, nous, ce qu'on faisait, c'était que sur les légendaires, à plusieurs étapes, pour valider ce qu'on faisait, on refaisait des rendus, et souvent avec des qualités de motion blur, de plein de petits effets qu'on diminue, histoire d'avoir un rendu un peu plus rapide, et en général, on descend même, dans certains cas, à moins de 10 secondes la frame. Mais vous voyez que 54 secondes
pour une frame, ça fait du 0,0185 FPS. C'est pas vraiment temps réel en fait. C'est-à-dire que si je vous donne un jeu qui tourne comme ça, je vous assure, vous abandonnez tout de suite. C'est injouable. Donc c'est pas du tout temps réel. Et en fait, je pense que là-dessus on était à peu près tous d'accord. En fait, dans la production d'animation, le temps réel n'est pas une contrainte. Ça n'est pas ce qu'on cherche à avoir. Ce qu'on cherche à sortir, c'est à sortir un film, c'est-à-dire une séquence d'images finalement. Mais l'aspect temps réel, au sens on veut 60 FPS, en fait, ça ne nous intéresse pas du tout. Ça serait même l'inverse. Ça serait une contrainte que de devoir s'imposer de vouloir rendre le film à 60 FPS. L'objectif, c'est pas de vous donner un Blu-ray ou de livrer le film sur Steam pour vous le télécharger, pour que vous puissiez le lire sur votre PC ou sur votre PlayStation 5. Là, le but, c'est que le film il soit sur une pellicule au cinéma. Donc, on voit qu'il y a quand même des contraintes qu'on ne s'impose pas. Donc, c'est pour ça que vous avez ici 54 secondes. Alors, je ne sais pas toi, Lucie, ce que vous aviez comme temps de calcul, mais je pense que c'est pareil. L'aspect 60 FPS, comme on peut le vendre dans du jeu vidéo, c'était pas du tout une contrainte. Non, pas du tout. Alors, déjà, je ne sais pas si on l'a dit, quand on parle de temps réel, ça veut dire qu'on fait en fait de l'animation sur des moteurs de jeux vidéo. Donc c'est vrai qu'on parle d'Unreal, mais on n'a pas explicité. Voilà, c'est la définition qu'on donne au temps réel, c'est à un moment avoir un moteur de jeu qui rentre dans la chaîne de production et surtout pour les rendus. Parce que ça, c'est ce sur quoi tous les studios vont s'accorder. Le moteur de jeu permet de rendre les images beaucoup plus vite sur beaucoup moins de machines. Et souvent des machines qui restent des machines de travail pour un lighter. C'est pas le PC que vous avez chez vous, mais ça reste un PC qui peut servir à autre chose. Alors on parlait des contraintes, c'est ça ? Ouais, mais c'est aussi peut-être aussi un point, justement pour approfondir ce que vous dites tous les deux. Dans le couloir, Paul-Émile, on disait notamment une différence assez intéressante aussi entre jeux vidéo et animation. C'est aussi que la masse salariale n'est absolument pas fléchée de la même façon aussi par rapport aux priorités. Dans un jeu vidéo, on livre un exécutable. Dans l'animation, on livre un fichier vidéo, pour résumer. Dans le monde du jeu vidéo, on va avoir les deux tiers de techniciens, quoi. Là où dans le monde de l'animation, tu parlais plutôt de 1 pour 30, un technicien pour 30 artistes, quoi. Ça dépend évidemment, même dans le jeu vidéo, en fonction de la taille du projet, notamment les gros AAA en général, ils ont tellement d'assets, ils ont tellement d'environnement, c'est tellement énorme qu'en fait souvent il y a quand même énormément d'artistes, mais pour une grande partie des jeux vidéo, il y a une balance beaucoup plus égalitaire, ou voire même en faveur des programmeurs. Ou alors quand on dit dev en général dans le jeu vidéo, nous quand on dit dev en général c'est les gens qui codent, et dans le jeu vidéo quand on parle de développeurs c'est les game designers, c'est les level designers, c'est toutes ces personnes-là. En fait c'est principalement des profils techniques. Il y a certains aspects artistiques dans ces métiers-là, mais c'est pas des artistes au sens comme on pourrait dire un animateur nous ou un textureur comme on le voit dans les productions d'animation. Donc il y a quand même une petite différence, c'est que nous, en général, même les productions, elles ont l'habitude de chercher des graphistes et beaucoup moins des tech artistes ou des développeurs. Tech artiste, c'est un terme qu'on rencontre beaucoup moins dans l'animation, alors qu'il est absolument omniprésent dans le jeu vidéo. Donc ça aussi, c'est c'est un peu un frein à l'adoption, mais c'est plus un problème de recrutement. C'est-à-dire que souvent les studios ont l'habitude de travailler comme ils ont déjà travaillé depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc c'est vrai que passer à une topologie de projet plus jeux vidéo, ça en fait on ne sait pas faire. C'est des boîtes de jeux vidéo qui savent comment organiser ces choses-là. Donc en fait souvent dans les boîtes d'animation, on reste quand même sur une topologie de projet animation, mais on utilise des technologies temps réel, c'est-à-dire des moteurs de jeux vidéo. Ça, c'est peut-être aussi une des distinctions qu'il y a entre les deux. Je ne sais pas trop comment ça se passait, toi, dans tes... Lucie, toi, je crois justement, tu as une expérience double, à la fois jeux vidéo et animation. C'est ça. Moi, à l'origine, je viens du jeu vidéo. Donc, j'ai travaillé dans 2 studios avant d'arriver dans l'animation. Le travail avec un moteur de temps réel, ça demande de revoir beaucoup de choses d'un point de vue technique, d'un point de vue humain. D'un point de vue technique, eh bien, parce que ce n'est pas la même organisation des équipes. Paul-Émile parlait de la différence de proportion entre le pourcentage tech de personnes avec un background tech et de personnes purement artistiques.
Il y a aussi la taille des équipes. En général, on est des équipes plus petites. Ces équipes, en général, elles viennent quand même beaucoup du métier de l'animation. Donc, ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler sur Maya, parfois sur Blender. Et là, elles arrivent, on leur demande, certes, de continuer sur certains postes, comme par exemple la modélisation, de travailler sur Maya, mais après, d'intégrer leur création dans Unreal, un logiciel qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a tout un facteur apprentissage, formation des équipes qui rentre en compte. Pourquoi c'est important ? Quand on est un studio comme chez Miam, là où j'ai travaillé, qui est né avec le temps réel, on crée tout autour du temps réel, donc ça va, je pense que c'est plus facile. Quand on est dans un studio qui vient du pré-calculé, ça veut dire qu'il faut aussi, c'est aussi prendre un risque, parce qu'on n'est jamais certain de comment cette bascule va se passer. Donc ce qui arrive souvent, c'est que la bascule va se faire petit à petit par corps de métier. C'est pour ça que vous êtes concentré aussi sur le rendu et tout. Alors que nous, on est tout de suite passé à lighting, rendu. Dès la deuxième série, on avait intégré le layout aussi directement dans Unreal. Avec le fait d'avoir de nouvelles technologies, on retombe sur des problèmes qui sont courants en animation, mais pour lesquels les solutions techniques ne sont pas forcément les mêmes parce que le logiciel n'est pas le même. Et surtout, le paradigme du logiciel n'est pas le même. Ce qu'il faut comprendre quand on travaille dans un moteur de jeu, c'est qu'en fait, on utilise une partie secondaire par rapport au moteur de jeu. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup ce qu'on appelle les séquenceurs. Dans d'autres logiciels, ça s'appelait les timelines. Mais normalement, c'est ce qui sert à faire les cinématiques dans un jeu. Ce n'est pas le cœur d'un jeu. Donc, c'est souvent des modules qui existent, qui fonctionnent. Mais quand nous, on arrive pour l'animation, on les pousse dans les retranchements. Donc, ça demande d'ajouter beaucoup d'outils. Parfois, on arrive en se disant il y a telle et telle chose qui vont très bien marcher. On se rend compte que ça devient compliqué dans un moteur de jeu. Typiquement, alors, je ne sais pas si vous faisiez ça, mais si on se dit je vais garder du compositing, je vais sortir mes images couche par couche, le moteur de jeu, il vous rit à la figure, il vous envoie des messages d'erreur, il ne vous sort pas ce que vous voulez. Il y a d'autres choses qui peuvent être beaucoup plus faciles, comme par exemple faire des effets de montage. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut retrouver en jeu. Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, il y a effectivement des complexités, mais qui sont à la fois des complexités techniques et aussi humaines, parce que je pense que si on regroupe les deux, la vraie difficulté, c'est de dialoguer entre le technique et l'artistique dans les équipes pour faire comprendre que tous les problèmes classiques de l'animation, on va les retrouver en précalculé, mais avec des solutions très différentes. Je pense que là, on touche à un point fondamental de la friction rébarbative qui a fait qu'on a mis tant de temps à essayer de rejoindre ces deux mondes. Les moteurs de jeu ne sont pas faits pour ça. On les utilise pour les qualités qui nous intéressent, mais fondamentalement, quand on va faire de l'animation, quand on va faire du linéaire, on a besoin de tordre le moteur de jeu pour l'emmener là où on veut qu'il aille. Et donc, il a fallu attendre que les moteurs ouvrent un peu leur chakra à ça. Et effectivement, la ressource humaine est fondamentalement différente, mais surtout, les moteurs ont été créés pour cette audience. Et réussir à tordre le moteur pour les faire autre chose, et en plus le faire par des opérateurs qui n'ont pas été la cible originale quand les features ont été conçues par les développeurs, tout ça, ça a été pendant très longtemps une raison de se dire, soit de ne pas y arriver pour ceux qui ont tenté trop tôt, ou soit de se dire, en fait, c'est pas prêt, quoi. Et en même temps, aujourd'hui, c'est dommage que François soit pas là, il y a eu suffisamment d'évolution, et même si vous les notez encore, ces différences, on note le succès, ça marche. Vous avez fait des choses qui sont super. Et donc, j'aurais envie de poser une question, c'est est-ce que vous sauriez-vous identifier ce qui a été le point de bascule? Est-ce qu'il y a une feature, ou est-ce qu'il y a eu, ou est-ce que c'est plus une question de financement? Est-ce que c'était le monde graphique, le monde technique, ou le monde de la production qui a réussi à pousser à faire la bascule avec succès? Alors, moi, je travaillais dans un petit studio, et je pense que la réponse, elle est plus simple, c'est qu'il n'y aurait pas eu de studio sans le temps réel, parce qu'il n'y aurait pas eu assez d'argent pour créer la première série. Simplement parce que le temps réel, à l'époque, alors, la première série a été faite sur Unity, la deuxième sur Unreal, mais on n'est pas leur cœur de cible déjà. Donc, ça veut dire que les logiciels sont gratuits pour nous.
Unreal devient payant, Unity est payant à partir d'un certain nombre de chiffres d'affaires. Donc pour une première série, de toute façon, tant que le dessin animé n'est pas sorti, voilà, on ne paye pas pendant longtemps. Les équipes sont plus petites, donc il y a une masse salariale qui est moins élevée. Et tout ça, ça fait que des studios peuvent se former plus facilement. En France, ça, on le voit un peu moins, mais j'en entends parler de temps en temps. C'est aussi d'autres pays qui, jusqu'à présent, se disaient on n'a pas les moyens de lancer une industrie précalculée dans notre pays parce que ça coûterait trop cher. Là, avec le temps réel, ils se disent on peut peut-être commencer à essayer de monter 1, 2, 3 studios, voir comment ça se passe, et peut-être qu'on va réussir à avoir une industrie cinématique d'animation dans notre pays. C'est la structure des studios qui s'est adaptée en fait au moteur de jeu pour réussir à le faire. C'est comme ça que, en créant une structure from scratch qui vise à utiliser cette technologie-là, du coup, l'adéquation est meilleure. L'adéquation, elle est meilleure. Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est un moyen de créer le studio. Je ne sais pas si c'est clair. Alors qu'à l'inverse, je pense qu'il y a pour le coup, les plus gros studios ou des studios qui font de la 3D historiquement depuis plus longtemps. Eux, en fait, alors ils ont effectivement les mêmes problèmes qu'on a en précal, c'est-à-dire les temps de rendu sont très longs, mais en fait, la plupart du temps, les productions s'organisent aussi de manière très efficace en sachant qu'il y a des temps de rendu qui sont longs. Donc, c'est-à-dire, on organise les équipes en multitasking, on lance une preview, on sait qu'on l'aura que la semaine prochaine, mais c'est pas grave, on peut commencer à travailler sur la séquence d'après, et en fait, on travaille en parallèle, les choses s'organisent correctement, et en fait, le temps de calcul, à part sur certaines productions, n'est pas en soi, n'est pas le facteur limitant souvent dans les studios. Par contre, c'est souvent des studios qui ont les moyens de se payer une grosse render farm, ou qui ont les moyens de déporter ça sur du cloud, chose que des plus petits studios, avec, j'allais dire, des ambitions un peu moins importantes, ne peuvent juste pas se permettre d'acheter une render farm avec 200 nœuds, quoi. C'est juste beaucoup trop cher. L'investissement de départ est beaucoup trop important. Alors qu'effectivement, acheter même une 4090 sur son petit ordinateur et rendre sa série sur son ordi, même quand on est à 0,01 FPS, c'est largement jouable sans aucun problème. Et on peut faire son projet à un coût de financement beaucoup plus faible. Par contre, ça vient aussi avec ses contraintes. C'est que si les gros studios, parce que par exemple, je me rappelle, il y a 10 ans, il y avait une conférence de Disney qui avait justement présenté, ils avaient refait, alors c'était Big Hero, je crois qu'ils avaient refait sur Unity. C'était pour analyser un petit peu justement l'utilité du temps réel. Et en fait, ils ne sont jamais réellement passés sur des productions, en tout cas dans leur studio en interne, ils ne sont jamais réellement passés parce qu'eux, ils n'ont aucun problème à financer des render farms. Et en fait, pour eux, c'est une contrainte, le temps réel, parce que rentrer des grosses volumétriques ou des grosses simulations avec des milliards et des milliards de polygones, ça aujourd'hui c'est une contrainte en temps réel, ça va être très compliqué à gérer. Et pour les légendaires, c'est pareil, il y a des plans vraiment très complexes en fait pour les construire et les rendre stables et juste pouvoir les rendre. Ça nécessite une maîtrise technique du moteur et une maîtrise de la donnée depuis tout le début. Chose qu'en fait on s'impose beaucoup moins avec du précal parce que c'est des moteurs qui sont faits pour avaler, quoi. Là il faut être beaucoup plus fin, il faut structurer, organiser les données de telle sorte à ce qu'on puisse le rendre. Si on le fait pas, on sort pas les plans. Donc ça c'est aussi une contrainte j'allais dire d'exigence en termes de complexité qu'il faut avoir conscience quand on veut faire du rendu sur des moteurs temps réel. Je pense qu'on peut dire qu'il y a en fait un déplacement des zones de confort et des zones de contrainte. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, tout ce qui va être simulation de fluide, ça devient beaucoup plus compliqué. On parlait tout à l'heure des passes de compositing. Alors, il y a des studios qui essayent, il y en a d'autres qui se disent directement « je veux pas de compositing, ça fait partie des choses que je veux supprimer ». Donc voilà, ça veut dire que le réalisateur, soit il doit accepter qu'il y aura plus de temps de R&D pour pouvoir faire par exemple ses changements de plan, ses fondus enchaînés, ses effets de volée dans le moteur, soit qu'il va devoir y renoncer. Ça, c'est un choix artistique. Par contre, on a des zones de confort qui apparaissent, les lighters qui peuvent modifier plus facilement leur plan. Si on redescend encore plus tôt dans la chaîne de fabrication, les layouters qui, comme le lighting est plus facile à injecter, on peut injecter du lighting dès le layout, donc ils sont heureux parce qu'ils ont quelque chose qui est quasiment
le résultat final, ce qui serait quasiment le résultat final. Et je crois que ce que François disait, c'est qu'il avait vu aussi une baisse du temps de layout, parce que du coup, les layouteurs savaient tout de suite ce qui serait en lumière ou dans l'ombre. Et si on remonte encore plus haut, par exemple, à l'intégration des modés, ça veut dire qu'au moment où on fait la review de la modée, le réalisateur peut dire tout de suite finalement, cette chemise rouge, je la voudrais un petit peu plus foncée. L'artiste, il a juste à bouger un potard dans Unreal et on voit le résultat en direct et ça fait moins d'aller-retour. Donc voilà, donc on a gagné en confort dans les premières étapes. Par contre, effectivement, on accepte de revoir la façon de gérer les dernières étapes. On voit donc ces avantages amènent aussi leur lot de contraintes, et je voulais revenir aussi sur un aspect on n'était pas là d'en parler, mais c'est aussi la question de la formation aussi des équipes. C'est qu'on n'utilise pas un game engine comme on utilise un DCC, et je voulais savoir à quel point pour vous c'était une source peut-être de difficulté à la fois de recruter ou de former. Comment s'est passé ces passages, comment vous faites au quotidien avec des artistes qui n'ont peut-être même pas l'habitude d'utiliser des game engines pour travailler sur vos prods? Ouais, alors ça a vraiment été un vrai sujet, en tout cas chez 2 minutes, parce que c'est vrai que dans l'animation, on a plutôt tendance à vouloir dire on veut éliminer les problématiques techniques des graphistes. Donc on dit t'inquiète pas, ça c'est le pipe qui gère, t'inquiète pas, ça on veut finalement d'une certaine manière techniquement déresponsabiliser les graphistes. Donc ça, c'est plutôt vers ça qu'on est tendu. On est parti vers ça là, ces 10-15 dernières années. Et là, c'est vrai que comme il n'y a pas vraiment encore eu de pipeline, ou encore il n'y a pas une maturation des pipelines avec ces outils-là qui a été mise en place, on arrive tout de suite, on démarre les productions avec des solutions beaucoup plus rough. C'est-à-dire, c'est brut de décoffrage. Unreal, il est presque brut de décoffrage. Perforce, ça arrive, il y a quasiment rien au-dessus. Et enfin, prenons juste Perforce. Donc Perforce, c'est un gestionnaire de fichiers, de versions qui est utilisé pour les gens qui font du jeu vidéo. Donc ça veut dire que par exemple quelqu'un publie une texture, vous savez qui a publié la texture, à quel moment, c'est archivé, il y a un historique. C'est un peu comme Git pour ceux qui font un peu c'est exactement la même chose, mais ça permet de gérer des jeux vidéo. Donc ça permet quand les gens font du jeu vidéo, ils peuvent remonter à l'historique de leur jeu il y a 2 semaines pour savoir à quoi ressemblait le jeu il y a 2 semaines, et c'est un système incrémental où on rajoute des fichiers comme ça. Donc ça, c'est un petit peu le système qu'on vous vend systématiquement dès que vous voulez utiliser Unreal Engine. C'est-à-dire que nous, en animation, on a un serveur avec des fichiers qui sont dedans, et puis notre DCC va aller utiliser ces différents fichiers. Là, Perforce, c'est vraiment un système tout intégré avec Unreal, et on vous incite à l'utiliser. Et cette logique-là de Perforce, qui est vraiment une logique de dev, en fait, c'est un Git. Donc cette manière de versionner les fichiers, les graphistes n'ont absolument pas l'habitude. Et donc ça crée des confusions assez importantes, parfois assez délétères sur les projets, enfin en tout cas qui peuvent faire perdre beaucoup de temps d'un graphiste qui push quelque chose sans trop s'en rendre compte, ou ils savent pas comment l'utiliser pour supprimer des changements, ou pour ok, mais en fait j'ai changé mon lighting, mais en fait je voudrais la nouvelle version de l'anime, comment est-ce que je fais pour réintégrer des modifs que j'avais fait avant. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui sont pas du tout intuitifs pour un graphiste. Enfin, il n'a pas l'habitude de manipuler ces systèmes-là. Et donc, on est obligé de les former, ou on est obligé d'implémenter des outils pour retirer de leurs mains cette responsabilité de gérer, comme on le fait. Il y a beaucoup d'asset managers. Les graphistes ne sauvegardent plus les fichiers eux-mêmes à la main en les nommant dans un dossier. Dans les studios, il y a un pipeline qui fait ça tout seul. Ils n'ont pas besoin de se poser la question. Là, il faudrait faire un petit peu la même chose avec Perforce, c'est-à-dire en gros entourer ces outils-là pour le gérer, pour que ce soit le pipeline qui ait la responsabilité de tout ça. Ça, il n'y a pas encore, comme c'est des technos assez récentes, tous ces outils n'existent pas encore et il faut les fabriquer. Alors, je vais compléter. Alors, les technos, elles ne sont pas forcément hyper récentes. Par contre, elles sont récentes dans notre milieu. Et c'est là que ce que tu as dit tout à l'heure est important, c'est que c'est des technos qui sont très liés aux jeux vidéo. Si vous parlez de Perforce dans le milieu du jeu vidéo, tout le monde va vous dire oui. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir fait un entretien à Ubisoft. On arrivait, c'était un test technique. Ils nous donnaient une fiche avec Perforce. On avait 4 heures pour comprendre comment ça fonctionnait. On se démerdait. Donc voilà, c'est vraiment un paradigme un peu différent.
Et du coup, voilà, ce fait qu'en jeu vidéo, tous les profils, même les profils artistiques, soient plus techniques, effectivement, ça influe sur la façon dont sont conçus les moteurs de jeu, Unreal ou encore Unity. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Unreal. En jeu vidéo, le moteur qui a 50% du marché, c'est Unity. Alors pourquoi on est tous partis vers Unreal ? Il y a effectivement le fait que techniquement, il correspond plus aux besoins de l'animation parce qu'il est fait pour des rendus très haute qualité, photoréalistes. Et il y a aussi le fait qu'ils accompagnent, je pense, sur la formation. Ils font régulièrement si vous contactez Unreal, ils viennent plus facilement dans votre studio, ils vont vous proposer plus facilement de participer à leurs sessions d'entraînement. Donc il y a tout cet accompagnement qui joue parce que si c'est pris en charge par Unreal, c'est pas à prendre en charge par nos studios. Effectivement, il y a ce côté, une fois que les équipes sont là, faut réussir à leur faire comprendre qu'ils vont rentrer dans un moteur de jeu ou qu'ils vont travailler avec Perforce, on va leur demander des éléments un peu plus techniques. Et moi, ce que j'ajouterais par rapport aux outils qu'on intègre à Unreal, on en intègre aussi à Maya. Et là, c'est un autre point, je pense, pas de friction, mais qui prend du temps qu'on voit arriver dans la création de nouveaux pipes. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec des gens qui viennent du précalculé, ils vont vous dire j'ai besoin de tel outil en lighting, j'ai besoin de tel outil, par exemple, pour apporter mes assets. Ils vous disent vraiment j'ai besoin de cet outil en vous décrivant l'outil. Et sauf que c'est des outils de précalculé. C'est pas forcément les bons outils pour le temps réel parce que le besoin est le même, mais ce qui est déjà existant, ce qu'on veut avoir à la fin n'est pas forcément la même chose. Donc il y a aussi tout ce travail pour les techniques de déconstruction de la demande technique entre guillemets pour revenir aux besoins humains, aux besoins métiers, aux besoins professionnels. Donc aussi un travail de compréhension pour les techniques des métiers de l'animation qui vient s'ajouter. En tout cas, pour moi, ça venait s'ajouter parce que comme je viens du jeu vidéo, je connaissais pas les métiers de l'anime. Alors que moi, je viens plutôt du milieu du précal, et c'est vrai que, en tout cas, chez 2 minutes et là pour les projets qu'on a, on a plutôt eu une approche, j'allais dire, conservatrice, au sens où on sait qu'on a des personnes, des artistes qui travaillent, qui ont une certaine méthodologie, un certain schéma mental de comment est-ce qu'ils veulent travailler. Et nous, on est plutôt à essayer de faire en sorte de proposer les outils dans, là, typiquement Unreal Engine, mais également, en fait, plein de petits outils satellites autour de notre pipeline, pour que en fait l'adoption du moteur ne se fasse pas sur des aspects purement techniques différenciés. Par exemple, aujourd'hui, chez 2 minutes, les graphistes ne gèrent plus trop Perforce. Ils ne gèrent pas non plus la fabrication de leurs plans. Il y a beaucoup de choses qu'on leur a, en fait, que le pipeline fait pour eux. Par exemple, la construction des plans, aujourd'hui, c'est des outils automatisés qui se chargent de construire les plans dans Unreal. C'est-à-dire, il n'y a plus c'est pas les graphistes qui viennent aller importer leurs assets dans leurs plans. Tout ça, c'est fait aujourd'hui automatiquement. Et en fait, on conserve finalement comme tâches humaines dans le moteur les mêmes types de tâches qu'on avait sur du précal. C'est-à-dire vraiment, je suis un lighter, je pose mes lights, je suis quelqu'un qui fait du rendu, je paramètre mes rendus, et ces informations-là, c'est la valeur ajoutée. Nous, on considère qu'elle vient de là. Elle ne vient pas nécessairement dans la capacité de faire des tâches qu'on ne faisait pas déjà avant. Parce que quand on était en précal, même si les temps étaient longs, ce que faisait le lighter, c'était de lighter les plans. Et donc là, nous, on a essayé de conserver ça. Ça me fait penser sur la valeur ajoutée, ça me fait penser à toi, Di. Quand tu définissais à un moment, quand j'avais noté la phrase, c'est quand tu définis dans la conférence de CGWire le pipeline comme l'ensemble d'outils qui permettent aux talents de se concentrer sur leur valeur ajoutée. Et je trouve ça important de recentrer aussi sur l'humain et le quotidien finalement des artistes qui utilisent des outils qui peuvent parfois être extrêmement pénibles, mais malgré tout, faut réussir à les rendre accessibles et qu'on arrive au final à rendre quelque chose de beau, mais aussi quelque chose d'agréable à rendre beau au quotidien. Ouais, c'est pour ça qu'on dit pipeline parce que c'est le terme historique, mais en vrai, globalement, on parle du workflow, de l'organisation de travail et de la collaboration dans les moteurs de jeu temps réel. Il y a aussi la possibilité de travailler en même temps sur la même scène, qui est des choses complètement différentes. Et fondamentalement, le besoin, c'est toujours de faire en sorte que chaque personne opérant dans le système, donc chez nous, c'est beaucoup des artistes,
puisse se concentrer sur sa valeur ajoutée. Et donc, depuis 25 ans, dans le linéaire, on fait en sorte que tout ce qui est technique soit automatisé au maximum et que l'expérience utilisateur soit la meilleure. Et c'est un travail compliqué, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les concepteurs de moteurs de jeu ont fait exactement la même chose, mais face à des gens qui sont techniques. Donc effectivement, friction et tout ça. Donc il manque une couche à rajouter. Et si François était là, je pense qu'il nous dirait qu'ils ont pris cette approche un peu différente de se dire, OK, on va pas essayer de tordre le logiciel, enfin le moteur de jeu pour matcher à notre façon de travailler habituelle, mais on va essayer d'abord de comprendre comment est-ce qu'on est censé travailler avec cette plateforme, et après de voir ce qui manquait à rajouter dessus. Mais après, je pense que finalement, vous êtes arrivé à peu près au même endroit. Oui, je pense, oui. Et le but d'accélérer l'itération, c'est ce qui permet de pas trop perdre, de pas trop noyer la créativité dans la technologie. Voilà, en fait, c'est des outils qui se rajoutent par-dessus. Et je pense que même d'un studio à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un format à l'autre, ça peut être différent. Là où les moteurs de jeu, ils sont très génériques, ils sont capables de faire un petit peu tous les jeux, et puis on va n'utiliser qu'une petite partie en plus pour l'instant, quoi. Ça me fait penser à quelque chose sur ton parcours, notamment quand tu as... Désolé, comme ça je fais un petit focus aussi. Tu sais, tu as développé donc Cabaret, mais ça veut dire aussi que tu as réussi à digérer la réalité d'une production, que tu as transformé dans un framework, et donc de réussir à avoir quelque chose qui puisse être utilisé de manière plus globale, en fait, interstudio. Parce que les Game Engine, c'est un petit peu ça, en quelque sorte. C'est des sortes de boîtes noires qui ont pour but de faire un peu de jeux vidéo, maintenant un petit peu de l'animation, de la VR et tout ça, mais tu vois, c'est ce passage de la traduction d'une expérience de prod vers un framework qui puisse être réutilisé. Moi, je me demandais comment ça se passe, en fait, quand tu fais cette quasiment pas un game engine, quoi, mais finalement les deux sont des frameworks à leur façon, quoi. Oui, et puis c'est peut-être aussi intéressant de se rappeler que Maya, c'est pas vraiment un logiciel d'animation, quoi. C'est une plateforme de développement au mieux, et tous les studios ont un Maya complètement tuné, réapproprié avec des tonnes d'outils. Il n'y a même pas un picker. On peut pas dire que c'est un logiciel d'animation, quoi. Et donc, oui, moi je travaille sur les technologies de collaboration de manière générale, et donc j'ai beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on collabore, qu'est-ce qui fluidifie les choses et tout, et donc j'ai proposé surtout du niveau framework pour qu'il puisse être après approprié. Et ce qu'on fait l'effet spécial en construisant LibreFlow par-dessus Cabaret, c'est vraiment, en fait, je pense que aujourd'hui, ce serait une bonne approche d'avoir ça avec les moteurs temps réel, de la même façon qu'avec Blender ou Maya, de se dire, il faut s'approprier l'outil comme une proposition plutôt générique et reconstruire par-dessus. Après, il y a une dimension qui est un peu différente quand même dans la proposition de moteur de jeu, c'est que dans l'écosystème linéaire, on parle d'un écosystème. On a une organisation de travail autour de plein d'outils qui sont spécialisés et qui viennent faire leur truc. Alors que là, on a une proposition du tout en un. Et ça, à mon avis, ça pose des questions. Et on pourra en parler. Je pense que ça c'est un truc, l'apparition des gros DCC très monolithiques type Maya, où on vous dit vous pouvez tout faire dedans. J'ai l'impression que justement on cherchait plutôt à tendre vers des logiciels spécialisés. Donc il y a aujourd'hui, si je vous prends le FX et que je vous dis je prends quoi comme logiciel pour faire des FX, tout le monde va vous dire Houdini. C'est le soft numéro 1 pour faire ça, il le fait très très bien. Par contre, si on vous dit je vais faire du modeling dans Houdini il peut en faire, mais bon, c'est pas vraiment l'outil. Enfin, si vous demandez à des modeleurs, c'est pas l'outil le plus adapté pour le faire. Donc, vraiment, en anime, on sent vraiment qu'il y a des logiciels qui se sont spécialisés dans certaines tâches. Nuke dans le compositing, Houdini dans les FX, Maya dans l'anime, enfin Maya plus AnimeBot. Et on a vraiment eu, au fil du temps, une spécialisation. Et là, c'est vrai qu'avec les moteurs de jeu qui, par nature, sont obligés de tout faire d'un bloc, puisque le but c'est de fournir un exécutable avec un code source qui est capable de faire tout dans les besoins du jeu vidéo, on revient à cette logique du j'ai un seul logiciel pour tout faire. Et c'est vrai, c'est peut-être là où il y avait eu peut-être par exemple ce que disait François, c'est qu'ils ont tout de suite adopté le côté on va essayer de faire un maximum de choses
dans Unreal. Donc ça, ils font du layout. Je pense que maintenant, ils doivent même faire beaucoup d'animations, de choses comme ça. Donc c'est vraiment, OK, on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un moteur de jeu, et on utilise tout le logiciel pour la très grande majorité de notre pipeline de prod. Alors que c'est vrai que pour le coup, chez 2 minutes, on a vraiment eu cette approche de OK, Unreal, c'est un DCC finalement comme les autres. Il est bon, on l'utilise pour faire quoi vraiment ? En fait, on veut l'utiliser pour faire du rendu. On ne va y attacher que les éléments où on estime que Unreal fonctionne bien. Et par exemple, je parlais du set dressing. Le set dressing, Unreal est un bon outil de set dressing. Il y a vraiment les bons outils pour faire du set dress dedans. Alors, il faut rajouter 2-3 petites choses, mais globalement, c'est plutôt un bon outil. Donc, on l'utilise aussi pour faire du set dress. Et donc, c'est vraiment tirer parti des bonnes, des forces de chaque soft. C'est un peu nous le chemin qu'on a un peu pris chez 2 minutes. Chaque soft a ses forces et ses faiblesses. Pour l'instant, nous, on estime que Unreal n'est pas assez mature pour faire de l'animation. Donc, si ça le devient, on l'intégrera. Mais ça me semble plus facile de le penser modulaire au départ, en se disant finalement, si je veux faire l'anime dans tel DCC, après, c'est juste capable de définir des bonnes interfaces d'import-export, et on est capable finalement de changer de logiciel. Je sais pas, peut-être que 2 minutes se mettra à faire de l'animation sous Blender. Là, c'est pareil. Peut-être qu'on switchera de Maya vers Blender, parce qu'on estime peut-être que Blender est une meilleure solution pour faire de l'anime. Donc ça, c'est toujours des choix. On veut quand même se laisser la porte ouverte à ces choix-là, parce que qui dit pas demain qu'on va avoir dans Blender l'équivalent d'un green space pour l'animation 3D. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur Maya, où en fait dans tous les studios, ce n'est pas avec Maya qui travaille, c'est un Maya avec une grosse surcouche. C'est pas forcément une bonne idée avec un moteur de jeu. Souvent, quand j'entends parler des studios qui utilisent Maya, j'entends dire ils utilisent Maya telle version. Sous-entendu, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils fonctionnent avec la même version de Maya, et encore là, on est gentil. C'est ceux qui changent régulièrement. Un moteur de jeu, ça évolue beaucoup plus vite. Vous avez une nouvelle version qui sort tous les 1 ou 2 ans, donc c'est vrai pour Unreal, c'est vrai pour d'autres moteurs comme Unity. Vous avez des moteurs de jeu qui apparaissent, qui disparaissent beaucoup plus vite. Donc, c'est facile de créer des outils à l'intérieur des moteurs de jeu, parce que quand les moteurs de jeu évoluent, ils savent qu'il y a des productions de jeux vidéo par extension d'animation qui vont aussi faire évoluer en cours de route leur version. Donc les outils, ça peut être plus ou moins facile. Ils sont plus ou moins... ils changent de version de façon plus ou moins automatique. Donc en général, vous passez par exemple d'Unreal 5.4 à 5.5, 90% de vos outils passent tranquilles. Vous avez le C++ qu'il faut peut-être compiler, mais voilà, en moins d'une semaine, normalement, c'est réglé. C'est aussi une force, c'est-à-dire que, par exemple, nous, en animation, je pense que vous pareil chez 2 minutes, on échange régulièrement avec les gens d'Unreal. Et du coup, ils entendent nos demandes d'amélioration, typiquement sur l'intégration, de l'animation, ce genre de choses. Si on regarde la roadmap et ce qui a déjà été intégré dans Unreal 5.7, il y a beaucoup plus d'outils d'animation. Ce qui peut être aussi un inconvénient si on pense par exemple à Unity. J'y pense parce que, par exemple, Edmond et Lucie, la première série sur laquelle je travaillais était faite avec Unity. Ça veut dire aussi que vous êtes beaucoup plus vulnérable à des changements qui vont contre vous. Par exemple, Unity, en 2022, je crois, avait racheté des boîtes comme Ziva, qui était censé faire un peu ce que MetaHuman fait aujourd'hui en Unreal. 2024, virage, ils pivotent complètement pour se concentrer sur tout ce qui est mobile. Tous les outils qui nous intéressaient en animation, soit ont été revendus à des tiers, soit ont été laissés à l'abandon. Les brevets ne sont plus utilisés. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Le fait que ça évolue très vite, parce que ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de studios prennent Unreal, parce qu'on a la sensation d'être accompagné et que le moteur va continuer d'évoluer dans notre sens. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand on passe au temps réel. Après, je vais quand même préciser que si vous êtes en cours de production et que vous changez de version d'Unreal, attendez-vous à avoir des choses qui cassent, très, très clairement. Et des fois, c'est des choses très subtiles. C'est vraiment, vous vous en rendez
des fois compte un petit peu tard. Donc en fait on a quand même des contraintes. Là nous on a fait justement pendant les légendaires une migration de Unreal 5.3 à Unreal 5.4. Donc ça a été effectivement bien passé. Par contre, on a voulu tenter une migration sur le projet d'après. Donc, on était vraiment en tout début de production. On était en 5.4. On avait voulu passer en 5.6. Et là, c'est simple. Il y a plein de trucs qui fonctionnent plus. Le texture streaming ne se comporte plus de la même manière. Les rendus en passe trace ne se comportent plus de la même manière. Enfin, il y a énormément de choses qui se mettent à ne plus du tout fonctionner. Et pareil, on passe en 5.7 et c'est pareil. Il y a plein de choses qui changent. Mon expérience dans le jeu vidéo tendait plutôt à voir des gens faire un lock tech assez tôt par rapport à ce que nous on fait en linéaire, ou jusqu'à sur toute la pré-prod on s'autorise encore un petit peu et puis on lock le moteur de rendu et puis le reste plus tard. Mais il me semble que dans l'industrie du jeu vidéo, enfin, avec qui j'ai pu en discuter, le lock de la version du moteur il est super early, justement pour qu'ils puissent développer des choses et pas prendre de risques et tout ça. Juste, je voulais, par rapport à ce que tu disais, là, le fait d'utiliser le moteur de jeu comme un DCC qui est une brique dans le pipeline et le workflow, est-ce que vous arrivez quand même à avoir ce gain de l'itération hyper réduite, quoi? Est-ce que quand tu rajoutes des entrées-sorties, des conversions et tout ça, est-ce que finalement on gagne encore? Alors effectivement, ça c'est un point qui est assez intéressant à aborder, c'est notamment les temps de build. Donc ça a été en vrai une problématique assez importante sur les légendaires, notamment au début. C'est que en fait quand nous on est parti du principe qu'on voulait essayer de faire de l'animation dans Unreal. Alors quand je dis de l'animation dans Unreal, c'est pas vraiment animé dans Unreal, mais c'est plutôt on exporte depuis Maya les squelettes. Et par contre, l'animation au sens moteur du terme se fait dans Unreal. C'est-à-dire on réimporte les joints et on rebind les joints sur la géométrie dans Unreal et l'animation se joue dans Unreal. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu faire au début sur Légendaire, et puis finalement on s'est rendu compte en fait il y avait plein de limitations, c'est-à-dire qu'il y avait des subtilités d'animation qu'on arrivait à avoir dans Maya, parce qu'on avait des rigs qui étaient quand même assez complexes, et on avait énormément de difficultés à réobtenir la même chose dans Unreal. Des fois, c'est des choses très subtiles, c'est l'œil, il n'est pas tout à fait placé au même endroit, ou alors on a des déformations qui ne se font pas exactement de la même manière. Et ça, en fait, ça se voit, et en fait, la seule solution, c'est de faire ce qu'on fait depuis nous très longtemps en anime, c'est de faire des caches. Donc on cache, alors l'alambic étant le premier exemple, mais l'USD, ça serait pareil. Et on ramène ça dans Unreal. Le problème, c'est que du coup, ça fait que pour chaque plan, il faut importer des caches. Et ces opérations-là, dans Unreal, sont très longues. Mais quand je dis très long, c'est que le temps vous avez fait vos exports de caches, donc déjà, ça, il faut le faire, mais ça, c'est un truc dont on a à peu près l'habitude, en tout cas sur des pipelines un peu standards. Là, il faut aller les importer dans Unreal. Et là, ça peut aller de 5 minutes quand tout va bien. Le temps d'importer les éléments dans Unreal, c'est 5 minutes. Donc ça, c'est du temps. Le graphiste, s'il arrive sur son plan, il veut démarrer son plan dans Unreal, il clique, il doit attendre minimum 5 minutes. Donc déjà, il peut aller se faire son café. Et ça, c'est quand ça va bien, parce qu'il y a des plans qui sont tellement lourds. Là, je vous parle d'un long métrage. Des fois, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de temps d'import. C'est-à-dire récupérer la donnée, importer la donnée dans Unreal, ça peut aller jusqu'à 3/4 d'heure. Donc là, nous, la solution qu'on a décidé de faire, c'est ce qu'on fait dès qu'on a des process longs et qu'on ne veut pas avoir un graphiste qui attend derrière son ordinateur. En fait, on envoie tout en farm. Et en fait, ça a été un des premiers gros chantiers sur Légendaire, c'est de faire en sorte que Unreal puisse être envoyé en farm. Alors qu'il n'est pas du tout prévu pour ça. Alors je vous assure, c'est parfaitement fait pour fonctionner en mode utilisateur. Par contre, dès que vous voulez automatiser le processus, il y a 5 manières différentes d'envoyer des commandes de rendu dans Unreal avec les lignes de commande. Donc ça, c'est pareil. Dans la doc, il n'y a rien qui vous dit c'est celle-là qu'il faut utiliser. Donc on expérimente. Il y en a une qui fonctionne bien. Celle-là, par contre, elle ne prend pas en compte les effets dynamiques avec les particules ou ce genre de choses. Donc il y a plein on a dû expérimenter énormément pour trouver le bon set de paramètres pour pouvoir faire à la fois des rendus sur Unreal sur la farm, c'est-à-dire en déporter, et également faire des assemblages
de plan sur la forme pour que les graphistes n'aient pas à attendre. Et en fait, là, on revient un peu sur une espèce de logique un peu pipeline standard, c'est-à-dire qu'en fait, le plan, il n'est pas tout de suite disponible à être lighté. En tout cas, nous, c'était le cas sur les légendaires. Donc, en fait, on l'envoie la veille, on se prépare, on s'organise, et en fait, le lendemain, le lighter, il ouvre son plan, il est déjà prêt, il est déjà fabriqué, et il peut travailler sur toute sa séquence, et il perd pas de temps. Donc ça, je sais que par exemple, François, eux, comme en fait, ils ont démarré très très tôt leur pipeline autour de dire on a Unreal, en fait ça devient leur contrainte initiale, c'est-à-dire que comme chez eux c'est pas un DCC qu'on peut rebrancher, débrancher, en fait il faut que les builds soient instantanés pour que ça fonctionne. Sinon, c'est un no-go tout de suite en termes d'implémentation de pipeline. Donc eux, je pense que c'est pour ça que François, pour le coup, ils n'ont pas ces contraintes-là. Par contre, ils perdent un degré de contrôle en termes d'animation, en termes de finesse d'animation, parce qu'il y a des déformeurs qu'on ne peut pas réaliser facilement, ou en tout cas pas de manière toujours très fiable dans Unreal, contrairement à Maya. Je pense à des delta mush, enfin des déformeurs un peu complexes comme ça. Vous savez que vous le ferez pas. Donc c'est une contrainte qu'on accepte de prendre. Ouais, là c'est vrai que c'est là où on touche à la différence de paradigme entre l'animation et le jeu vidéo. C'est-à-dire que l'animation, ce qu'on veut, c'est les plus belles images. Le jeu vidéo et les moteurs de jeu par extension, ce qu'ils veulent, c'est que l'animation, elle tourne à au moins 30 fps pour que ça soit lisible pour l'œil humain en jeu. Alors après, pour le fait d'avoir des retours immédiatement, c'est là où on fait un peu le grand écart, parce que par exemple, on a des outils qui sont intégrés ou qui viennent se plugger au moteur de jeu, comme les Live-Link, qui permettent de voir directement ce qu'on fait dans Maya dans le moteur de jeu. Ce qui peut être intéressant, par exemple, si on fait les set dress directement dans Unreal ou dans Unity, d'avoir une scène quasiment vide dans Maya où il n'y a que le personnage, et puis on voit vraiment comment ça se passe dans le moteur de jeu. Est-ce que la caméra elle n'est pas cachée derrière un meuble, derrière un arbre, voilà. L'inconvénient, c'est que du coup, effectivement, les moteurs de jeu sont plus faits pour des formats de fichiers type FBX, par exemple. Donc tout ce qui est cache, ils ne sont pas optimisés pour. Donc c'est pour ça aussi que ça prend, je pense, beaucoup de temps à charger. Et un autre problème, c'est les problèmes d'interpolation. C'est tout bête, mais voilà. Par exemple, si je vous parle de frame, réfléchissez pour vous, quelle est la définition d'une frame ? Voilà. Un moteur de jeu ne définit pas une frame de la même façon que Maya. Pour l'un, ça va être l'instant entre deux positions, pour l'autre, ça va être l'instant de la position. Et ça, c'est bête, mais ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous allez exporter votre animation dans Maya pour la mettre dans un moteur de jeu, la courbe entre deux points, il ne va pas la calculer de la même façon. Votre 25 images secondes dans Maya, ça peut devenir du 26 ou du 24 dans Unreal. Vous ne comprenez pas pourquoi, jusqu'à ce que vous compreniez que c'est parce que pour lui, la frame, c'est pas la même chose. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui demandent à prendre le temps, soit de prendre des temps de pause pendant la prod, soit de prendre un temps de recherche et de recul avant, pour essayer de repérer tous ces points qui vont être potentiellement des points de blocage ou des points d'incompréhension au fur et à mesure de l'avancée de la prod. Je peux témoigner parce que typiquement sur les légendaires, on voulait faire du groom dynamique, donc des cheveux qu'on puisse piloter, qu'un animateur puisse piloter. Par exemple, un personnage, il a les cheveux dans le vent, je veux vraiment contrôler, je veux qu'un animateur, un humain puisse contrôler précisément les mouvements des cheveux. Donc ça, on voulait garder cette capacité d'édition. La manière dont Unreal traite le groom est très différente et pas du tout de la même manière que ce qu'on a l'habitude avec d'autres DCC, comme Houdini par exemple. Donc ça, c'est vrai que on avait démarré la production, on avait l'impression que ça fonctionnait correctement, et en fait on se rend compte une fois qu'on a les vrais plans qu'en fait la manière dont il va aller faire l'interpolation des guides n'est pas ce à quoi on s'attendait, et donc obligé de refaire une passe de pipeline, de réévaluer. Et ça, c'est pareil, c'est des choses, il n'y a pas de documentation. Unreal ne fournit pas de documentation explicite sur l'usage, par exemple, de ce qu'ils appellent les groom caches. Donc on n'exporte que des guides en général, on ne refait pas tous les cheveux. Ça, il n'y a pas de documentation. Il n'y a pas de... Personne ne va vous expliquer, peut-être chez Unreal, mais je sais qu'on en avait parlé un petit peu avec les gens de chez Unreal, ils ne savaient pas comment utiliser leur propre techno pour faire ce qu'on voulait faire.
Donc, mais parce qu'on est vraiment sur des cas d'usage extrêmement précis, c'est-à-dire que c'est des technologies qui ont été pensées pour faire autre chose, mais nous, en fait, on les détourne pour faire autre chose. Et donc, en fait, même chez Epic, des fois, ils ne connaissent pas les cas d'usage. Donc ça arrive, en fait, ils cherchent, on cherche tous ensemble joyeusement. Alors des fois ça fonctionne, on y arrive. Hein. Là pour le coup, pour ce qui était du Groom, on a parfaitement réussi à finir le film avec ces besoins d'édition là. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres cas de figure où c'est plus, soit ça nécessite des éditions du code source du moteur, chose que nous on essaie de s'interdire au maximum parce que ça emprisonne en fait énormément derrière la capacité justement à changer de version. Donc nous, ça fait partie des choses. Vraiment, vous prenez quelqu'un qui fait du jeu vidéo, il va toujours quasiment tout le temps recompiler le moteur. Quasiment tout le temps, parce que de toute façon, il le livre avec son jeu. Et le code du moteur, c'est le proto-code de votre jeu. En fait, quand vous livrez votre jeu vidéo, vous aussi vous le faites sur Unreal. Dans votre jeu vidéo, il y a Unreal en fait. Il y a tout le code source d'Unreal avec. Nous, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. Donc, on veut pouvoir continuer à utiliser, pouvoir ouvrir des plans précédents pendant un certain temps. Donc, on essaye d'éviter de faire des éditions de moteurs comme ça parce que c'est très compliqué à maintenir. Mais plusieurs fois, on s'était demandé si on allait pas le faire parce qu'il y a des fois, on était vraiment bloqué. Alors, en vrai, ça va. On a toujours réussi jusqu'à présent à trouver des alternatives, des stratégies un peu détournées pour arriver à faire ce qu'on voulait. Mais peut-être que dans un an ou deux, on se dira, là, la seule solution pour corriger le souci, c'est soit d'attendre que Epic nous ponde un fixe spécifiquement pour nous, soit c'est de fixer nous-mêmes le code source. Parce que ça, c'est quand même, et il faut quand même le souligner, c'est que vous avez quand même le code source. Alors, il faut se le farcir, le code source d'Unreal, mais vous l'avez. Donc ça, c'est aussi une très grande souplesse, une très grande flexibilité. Et en vrai, pour débugger, c'est absolument incroyable. D'avoir le code source à disposition, ça, c'est vraiment bien. Mais du coup, comme on est un petit peu sur le thème des convergences là, est-ce que tu penses qu'en s'étant rapproché de développeurs ou de tech artistes qui viennent réellement du monde de jeux vidéo, si vous aviez intégré une grande partie de l'équipe qui avait déjà travaillé sur un moteur, est-ce que tu penses que ça aurait été plus smooth ou c'est parce que l'expérience, ils font des trucs de fou dans les jeux vidéo qui demandent des contrôles que nous on n'imaginerait même pas avoir envie de faire. Donc c'est possible, mais est-ce que du coup tu penses que ça aurait été en dehors de la dimension financière du film, ou est-ce que vraiment on va chercher de toute façon des coins qui sont des coins à poussière, eux ils sont jamais allés les dépoussiérer? Ouais, c'est vrai que je suis assez partagé sur la question parce que l'avantage qu'on aurait, c'est que comme Unreal, c'est un moteur qui est extrêmement utilisé dans le monde du jeu vidéo. Tu prends un dev, il est quasiment certain qu'ils connaissent le moteur qu'ils le connaissent vraiment très très bien. Donc moi, je pense qu'on aurait gagné énormément de temps sur dompter la bête, si je puis dire. On n'aurait pas eu ce côté où il fallait tâtonner. Et il y aurait eu des choses, quelqu'un qui maîtrisait le moteur déjà, il y a des pièges dans lesquels on ne serait pas tombé, très clairement. Par contre, il y a aussi, et ça peut être le revers de la médaille, c'est que tu vas arriver avec quelqu'un qui a une vision du jeu vidéo pour des contraintes de jeu vidéo, qui maîtrise la résolution de contraintes qui sont des contraintes de jeu vidéo, mais qui ne maîtrise pas les contraintes de production d'une série ou d'un long métrage d'anime. Ça me fait penser à un échange qu'on avait avec Lucie, justement, tu revenais sur ça quand tu avais des artistes qui venaient te voir avec des besoins spécifiques, et toi tu étais plutôt dans cette phase de traduction où tu disais non, attendez, je vais vous expliquer comment marche le moteur et on va voir un petit peu comment on va adapter les choses. Je me souviens, on avait discuté un petit peu de quelque chose dans cet esprit-là, je sais pas si tu as trouvé. Oui, alors c'était pas comment marche le moteur, c'était plus vraiment de dire expliquez-moi, le fait qu'ils venaient me voir en me disant j'ai besoin d'un outil, alors que en fait moi ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir leur donner la bonne solution, c'est le besoin humain, le besoin métier. Et effectivement, c'est... Alors, la deuxième chose par rapport à ça, moi je suis dans la R&D. En fait, en R&D, on n'a pas forcément la même temporalité que les autres métiers de la série. C'est-à-dire que pour que les gens au layout, au lighting puissent utiliser nos outils, il faut qu'on les ait faits avant. Et ça aussi, ça peut être un point assez...
un point à négocier avec les équipes de prod, c'est de dire par exemple, j'ai besoin que vous embauchiez un layouter, que vous embauchiez un lighter en avance, que moi je puisse échanger avec lui, qu'il puisse tester notre version 1 d'outils, et comme ça quand ses collègues arrivent, ils pourront être directement sur des outils qui fonctionnent. Donc c'est quelque chose qui a aussi en précalculé. La différence, c'est que comme ça fait des années, vous avez toujours dans l'équipe technique des gens qui ont déjà fait plusieurs prods, qui disent ok, t'inquiète, moi j'ai tout vu, je sais qu'on va avoir tel et tel problème, on les règle avant qu'ils arrivent, ça. Ou alors il y a des productions qui tournent en parallèle, donc on peut toujours aller se renseigner auprès des équipes d'à côté. En temps réel, équipe plus petite, studio plus jeune, c'est plus compliqué. De toute façon, la question que tu évoques là de traduire la solution proposée par l'utilisateur en problème initial pour pouvoir faire une proposition qui soit adaptée à la fois au problème et aux contraintes que toi tu connais et que lui ne connaît pas. Je pense dans les deux mondes, c'est la même. Et puis, mon avis après 25 ans de pipeline, c'est que essayer de résoudre les problèmes avec les gens avant que les gens arrivent, même quand tu as fait 3 fois le même projet à Illumination, en fait, il faut pas. Donc maintenant, mais c'est vrai qu'on a quand même, on a mis le temps, mais la plupart des studios, sur des projets qui peuvent se le permettre, où tu vas avoir de la R&D ou de la technologie dédiée pour les départements, souvent tu as au moins un lead et un CG-Sup qui va orchestrer tout ça. Et le CG-Sup arrive bien avant. Et moi aujourd'hui, je lance pas de dev de pipe ou de workflow tant que le CG-Sup est pas là, ça sert à rien en fait. Parce que la vision, la tech, elle doit faire le lien entre le problème et la façon de travailler qui est proposée et qui doit être influencée avant tout par l'artistique chez nous. Et donc, on a vu beaucoup de pipelines où on te dit, on va le faire comme ça. Et après, tu as le CG-Sup qui arrive et qui dit, on n'y arrivera pas. Donc, en fait, peut-être que le moteur de jeu, le moteur de jeu nous pousse à conscientiser ça un peu plus. Ce qui est une bonne chose. Totalement, il faut le conscientiser. Ça me fait penser que ça veut dire aussi que ce CG-Sup, il y a quand même une dimension, j'ai envie de dire un peu politique en fait, dans un espace de studio où, jusque-là, entre 2 minutes et Miam, avant il y avait pas de moteur. En fait, il est arrivé au moment et le pipeline s'est construit avec. Donc, il y avait une certaine liberté, mais c'est pas pareil d'arriver avec un pipe qui est déjà en place et soudainement de dire, on va changer radicalement de DCC, on va changer radicalement de set manager ou même, peut-être même d'ailleurs à l'échelle de Miam, de passer de Unity à Unreal. Je pense que ça n'a pas été forcément si smooth que ça, mais la question que je me pose, c'est à quel point, en fait, justement, ces transitions peuvent être un peu difficile, douloureuse, nécessite de la pédagogie, de l'adaptation ou pas? Alors, déjà, comme on est sur 2 moteurs de jeu différents, les équipes artistiques ne sont pas forcément les mêmes. Ouais. Et l'avantage, là, pour le coup, côté technique, c'est que si on sait que on va changer de moteur de jeu, déjà, on fait le deuil de beaucoup de tous les outils qui sont faits dans un moteur de jeu parce qu'on sait qu'ils ne sont pas utilisables dans l'autre. Techniquement, j'explique pour ceux que ça peut intéresser. Unity fonctionne en C#, Unreal fonctionne en C++ Blueprint. Certains vous diront qu'ils font du Python. Le Python, ils l'ont mis parce qu'on leur a demandé, mais c'est pas le langage principal. C'est vraiment Blueprint, C++. Donc déjà, on sait que tous ces outils-là, on peut tirer parti des retours des utilisateurs sur la première série pour faire des outils adaptés dans le deuxième moteur de jeu, mais on ne peut pas les transposer tels quels. Après, il y a tout ce qui est outils de pipe qui vient autour, qui fonctionne indépendamment et qui juste donner des entrées ou des sorties dans les moteurs de jeu. Là, c'est une question de dialogue, je pense, entre la R&D, le pipe et la direction, parce que c'est même pas c'est même pas les équipes de prod, parce que les prods sont liés souvent à un dessin animé. C'est vraiment la direction qui va dire, là, attention, vous allez avoir une prochaine production qui arrive sur un autre moteur de jeu. Et en fait, on adapte l'architecture en aval. Mais voilà. Et après, ça, c'est aussi une question, je pense, de philosophie des équipes techniques. C'est de dire, on va réfléchir aussi nos outils transversaux sur toutes les prods. Même si, parfois, ça peut être difficile avec les équipes de prod, parce que dire à un dire de prod ou un chargé de prod, excuse-moi, on va mettre une semaine de plus sur l'outil dont tu as besoin. C'est pas pour toi, c'est pour la prod suivante. C'est pas forcément facile à entendre.
Ça, c'est un sujet, à chaque fois que, en tout cas chez 2 minutes, on implémente quelque chose, on vérifie systématiquement que c'est compatible avec d'autres projets. Parce que nous, comme on n'est pas non plus une équipe surdimensionnée, on est obligé, à chaque fois qu'on implémente quelque chose, qu'on fait des efforts d'implémentation, des efforts de pipeline, il faut qu'on puisse capitaliser dessus. Donc ça, par exemple, nous dans Unreal, ça se traduit avec deux choses, enfin deux manières de penser le pipeline dans Unreal. C'est si je peux éviter le C++, je le fais. Donc ça veut dire on essaye, nous en tout cas chez 2 minutes, de faire un maximum de choses en Python. Alors quand je dis, c'est pas les mécaniques, c'est-à-dire c'est tout le pipeline qu'il y a autour, c'est comment est-ce que je build mes éléments, comment est-ce que je les mets à jour, comment est-ce que je manipule tous les éléments qui sont à l'intérieur d'Unreal, tout ça, c'est nous, on gère tout en Python. Donc ça, déjà, ça évite on s'appuie sur le fait que Unreal va pas péter son wrapper entre deux changements de version. Et on fait également du blueprint, mais là on sait que s'il y a du blueprint, c'est nécessairement au projet, c'est-à-dire c'est des implémentations dédiées à un projet. Alors évidemment c'est toujours pareil, c'est comme lorsque vous avez un scripteur dans un petit IDE qui fait un petit outil sympa pour un projet, pour Maya par exemple, souvent vous allez vous retrouver en fait cet outil-là il fonctionnait bien, on voudrait pouvoir le récupérer sur tel autre, et en fait il n'a pas forcément été pensé pour, donc ça génère aussi de la friction. Tu parles du DK Anime ? Ouais, par exemple, ouais. Ou des méthodes de bake, d'anime dans Maya. Enfin, il y a plein de petits outils comme ça. On sait que c'est du jetable. Alors, quand je dis jetable, c'est au sens, on le fait pour cette prod, et on sait qu'on ne pourra pas le réutiliser, et on est d'accord là-dessus. Et par contre, et moi, ça me semble quand même un élément hyper important, c'est que ça me paraît difficile de faire d'avoir Unreal sur le long terme dans un studio si vous n'avez pas la capacité de taper du C++. Ça me paraît très compliqué. Donc ça, pareil, historiquement, il y a beaucoup de studios qui ne font quasiment pas de compilé. Moi, je connais beaucoup de studios d'animation, ils ne font que du script Python, et il n'y a rien de compilé dans tout ce qu'ils font. Donc ça, c'est quand même un truc nouveau. Je sais que dans notre secteur, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de Python, mais le C++, c'est quand même une compétence moins présente, même si je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quand même une belle corde à un arc. Le C++, on peut quand même s'en servir pour faire des plugins Maya ou d'autres choses comme ça. Mais là, par contre, dans Unreal, c'est absolument vital. Enfin, je pensais comme si je disais dans Unity, si je ne sais pas faire de C#, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser le moteur ? Non, en fait. Et je dirais pas politique, forcément, mais extrêmement culturel. Et c'est vrai qu'il faut que je précise en fait ce que je dis sur mon expérience et la façon dont je travaille, c'est associé à une certaine culture de studio. Et tu citais tout à l'heure, on avait parlé de l'opportunité qui peut être créée par les moteurs de jeu de monter des petites structures ou dans une économie différente et tout ça, où la culture elle est fondamentalement différente et il n'y a pas de jugement, t'auras pas de CGSUP avant de commencer, t'y vas et tu fais au mieux et c'est très bien aussi. Je voudrais préciser que ce que je décrivais, c'est la culture dans laquelle moi j'ai grandi et c'est celle dans laquelle j'aime bien travailler. Les autres sont tout à fait valides pour d'autres raisons. Et d'ailleurs, pour rebondir, parce que ça sera peut-être une note d'ouverture, c'est un peu là on est touché un peu aux tensions entre compétences et aussi un peu logique propriétaire finalement, c'est-à-dire que finalement être très dépendant d'Unreal ou d'Unity, qui peuvent notamment Unreal qui peut avoir un côté boîte noire avec les U-Assets. Et comment on peut réussir ou pas à faire sortir des fichiers de ce moteur, ça amène aussi une structuration du travail particulière. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de contrebalancer aussi, donc, notamment avec cette open source qui est dans ces moteurs et les différentes logiques de travail qu'on peut avoir, avec des logiques libres aussi qu'on a pu voir, donc avec Cabaret, avec LibreFlow, ou là avec des logiques peut-être plus propriétaires. Donc, c'est plus une question générale un petit peu sur les logiques de propriétaires, libres qu'il peut y avoir un petit peu. Ouais, moi je pense que je vais faire un peu un parallèle avec l'historique de Blender où il y a eu beaucoup de freins à la percée de Blender pendant longtemps, et parmi ces freins-là il y a le fait que Blender a toujours voulu tout faire tout seul et que ce soit une boîte autosuffisante. Il y avait très peu de ponts vers l'extérieur, pas d'API C++ et toutes ces choses-là.
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais la licence, par exemple, de Blender empêche certains éditeurs de logiciels de venir ajouter des fonctionnalités un peu périphériques. Et donc, ça a été un endroit de friction. Et là, sur les moteurs de jeux vidéo, on est vraiment au paroxysme de ça. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, et ça a été conçu pour ça, c'est qu'il y ait une adoption complète. Et si tu veux pas qu'il y ait de friction, tu te prépares à faire 100% dans cette boîte. Alors, elle n'est pas totalement noire. On a accès aux sources, ce qui est vachement pratique, comme tu le disais, pour débugger. Mais c'est pas tes sources et tu peux pas en faire ce que tu veux. Et donc, moi, aujourd'hui, je serais encore un peu frileux sur cet aspect-là. Je sais pas comment est-ce que vous l'avez abordé, cette dépendance à une technologie propriétaire sur laquelle n'importe qui, enfin, à n'importe quel moment, ils peuvent décider de dire « Oh, finalement, c'est payant ». Ou c'est payant très cher, ou... Et ils l'ont fait. Cela dit, j'ajouterais, on n'en avait pas parlé quand on avait préparé cette table ronde, mais aujourd'hui, on est en train de voir des gens qui sont en train de transformer du code non open source, enfin du code open source à du code non open source grâce à des IA en claquant des doigts. Donc, la semaine prochaine, on a peut-être un Unreal qui est GPL, comme on a eu Claude la semaine dernière. Moi, j'avoue que c'est une question qui se pose pas trop comme ça, parce que je veux dire, des logiciels propriétaires, les studios même de précalculer en utilisent beaucoup. Il y a Maya, il y a ShotGrid. On parle des augmentations de prix. Effectivement, Unreal est devenu payant pour nous. Moi, je me souviens, il y a quelques années, ShotGrid qui avait fait une augmentation brutale de ses prix, on l'a senti passer aussi. Puis c'est le moment où, en tant que responsable R&D, je parle avec les équipes et je dis, voilà, est-ce que c'est pas le moment de passer, de tester Kitsu ou un truc dans le genre? Et on dit, non, pour le confort, tant pis, on va sortir le chèque, quoi. Donc, c'est pas une question qui vient avec le moteur de jeu. Effectivement, maintenant, on est des clients. On est une industrie qui peut générer des sous, donc, des revenus, donc effectivement, ça devient payant. Mais il y a plein d'autres logiciels où ça l'est déjà, où je pense que les studios sont beaucoup plus piégés, finalement. Parce que l'avantage aussi des moteurs de jeu, c'est qu'en général, ils ont des licences où le tarif est fixé au moment du chargement. Donc il y a ça aussi qui joue, c'est-à-dire que on peut avoir des mauvaises surprises d'une prod sur l'autre, mais en général on n'a pas la mauvaise surprise en plein milieu de la prod. Il n'y a pas besoin pour les gens de la prod de revoir tout leur financement. Donc voilà, pour moi la question se pose effectivement entre open source ou des logiciels propriétaires. Là par exemple en jeu vidéo il y a Godot qui arrive sur le marché. C'est encore assez anecdotique, mais en un an ils sont quand même passés pour la part des jeux publiés sur Steam de 1% à 7% en un an. Donc assez phénoménal. Donc peut-être que dans 10 ans, à l'échelle d'une industrie, c'est pas si long que ça, 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, ça deviendra un logiciel de jeu viable pour faire de l'animation, on ne sait pas. Et lui, il est open source. Donc, Peut-être compléter un petit peu. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Lucie. Je pense que cette problématique du code propriétaire, de la dépendance, elle existe déjà. Si je prends Autodesk, c'est probablement un des meilleurs exemples. Quand on regarde la part du chiffre d'affaires d'Autodesk à l'animation, c'est à peu près quelque chose comme 5%. Donc, en fait, leur gros... et d'ailleurs, on le voit, Maya, il a plus vraiment beaucoup évolué depuis une bonne dizaine d'années. Pour autant, le soft, on peut toujours le récupérer, il est toujours là, on continuera à s'en servir, mais on sait qu'on est en train d'utiliser un soft qui va dépérir. Et c'est plutôt ça, en fait, l'inquiétude. Pour ce qui est de Epic avec Unreal, la question est un peu similaire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, l'animation, ce qu'on fait nous, ça représente une toute petite part en fait, du chiffre d'affaires autour d'Unreal. Le plus gros, c'est le jeu vidéo. Donc en fait, nous, on est plus dans une espèce de position, j'allais dire, on surveille en fait quelles sont les intentions d'Epic sur le sujet. Est-ce qu'ils ont vraiment cette volonté de diversifier leur portefeuille d'activités, de faire en sorte que Unreal puisse être utilisé pour d'autres choses? Ça a l'air d'être le cas. Donc ça le sera. Je pense qu'il y aura des studios qui seront d'accord pour utiliser un logiciel propriétaire. Et je pense qu'il y a aussi des studios qui le voient différemment, c'est-à-dire qu'ils se disent quitte à être dépendant, autant être dépendant que d'un seul pour limiter les risques. C'est-à-dire que le côté se dire peut-être qu'on va essayer de mettre dans Unreal tout ce qui est animation et tout, l'idée c'est de se débarrasser au maximum de Maya ou d'autres logiciels équivalents aussi.
Donc, en fait, si tu n'as qu'une seule dépendance, tant qu'elle tient, c'est cool, mais si elle ne tient pas, en fait, du coup, t'es vraiment plus rien. D'un autre côté, si tu as plusieurs dépendances, je veux dire, si tu as un pipe, par exemple, qui fonctionne avec Maya et Unreal, tu en as un des deux qui flanche, ta prod, elle est à terre. Mais tu vois, sur l'écosystème des logiciels d'édition, de création dans le linéaire, on a plusieurs propositions dans quasiment chacun des départements. Quasiment chacun des départements a son DCC avec des overlaps. Mais tu sais que si d'un seul coup Maya multiplie par 3 leur prix, bon bah on peut enlever cette brique et en mettre une autre. Alors que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, ce panier devient et en mon sens c'est plus important qu'il soit non propriétaire. Plus il y en a, moins il y a de nœuds dans le paysage, plus ce nœud-là, il faut que tu aies une maîtrise de ce truc-là. Et donc la question sur laquelle moi je voudrais peut-être ouvrir, c'est si le but c'est la rapidité du rendu et des itérations d'une manière générale, et que c'est pas un problème de tout regrouper sous le même parapluie, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui qui manque à Blender pour pouvoir gagner ce que vous avez gagné avec les moteurs de rendu? Alors, j'ai pas touché à Blender depuis des années, mais je me souviens pourquoi j'ai arrêté, de la stabilité dans les UI. Parce que et de la documentation claire. Parce que ça, je me souviens, c'était un gros point noir, en tout cas à l'époque, c'est que comme c'est open source, on voyait beaucoup de changements. Et en fait, il y avait des choses qu'on apprenait une année qui étaient plus valables l'année suivante, et c'était juste... Après, il faut voir, je pense que l'effet spécial, ils auraient une autre opinion là-dessus, mais voilà, c'est la courbe d'apprentissage, elle était un peu rude pour ça, parce qu'il y a des moments, tu redescendais, c'était même pas, il y avait des paliers, il y a des moments, tu redescendais avec l'ascenseur, tu comprenais pas pourquoi. Non, je pense que s'il n'y a pas encore d'adoption de Blender, c'est pour 2 raisons. Un, le recrutement. C'est que je pense qu'on a encore du mal à trouver des gens très compétents à échelle pour des projets sur Blender. Ça commence à arriver, c'est plutôt cool d'ailleurs. Et le deuxième, c'est que en fait, les projets sont de plus en plus difficiles, au sens où on a de moins en moins de budget pour les faire. Et donc en fait on a tendance à se réfugier dans une forme de sécurité, c'est-à-dire ok, ça va être galère, mais au moins ça sera galère avec quelque chose que je connais, que de cumuler la galère de on sait que le projet indépendant du DCC va être compliqué parce que difficulté de budget, de financement, etc., plus se rajouter la difficulté, j'allais dire technique, qui est de dire est-ce que je vais pouvoir fabriquer mes images, est-ce que j'ai la garantie que je vais pouvoir fabriquer mes images. Cette double contrainte, en fait je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de studios qui soient prêts à le faire. Ou alors c'est vraiment sur des projets à petit risque, quoi. Après, là, on est sur une logique de passage d'un logiciel à un autre, parce qu'on voit justement avec l'effet spécial, ou normal, ou tour de minuit, ou cube, c'est des boîtes qui, comme 2 minutes ou Miam, ont choisi dès le départ en fait, de se structurer autour de ça. Et quelques exemples de boîtes qui ont tenté justement de faire des passages de Maya vers Blender, sans les citer, ça n'a pas toujours été... juste pour finir, pour nuancer un peu, c'est qu'après il y a des étapes, celles qui sont tout en début de chaîne comme la modélisation, ou tout en fin de chaîne comme le montage, où là on voit que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus malléable sur les logiciels utilisés, parce que on accepte que l'artiste, quand il vient, il choisisse le logiciel sur lequel il a l'habitude de travailler, sur lequel il est confortable et sur lequel il rendra le travail le plus vite. Mais justement parce qu'ils sont soit en tout début, soit en toute fin de chaîne, donc c'est facile de les repluguer après ou avant. Et ben moi je suis content que vous n'ayez pas cité le temps de rendu. Parce que en fait c'était la motivation, une des motivations premières de passer au moteur de jeu temps réel, à la réduction de cette itération pour faire un maximum d'itérations. Dans Blender, on a aujourd'hui des temps de rendu qui sont, quand on baisse la qualité et qu'on augmente un petit peu les curseurs automatiques qui permettent d'avoir une visualisation très 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 rapide. On a des previews avec Eevee qui sont très très bonnes. On n'est pas au niveau du jeu vidéo parce que c'est pas le but. Mais par contre, je pense que ce travail sur réduire l'itération, il est plutôt fait dans Blender. Et donc, est-ce que tu prends plus de risques en te lançant sur un projet sur Unreal ou sur Blender? Je pense que ce que vous me dites, c'est ce que j'entends plusieurs fois, et c'est normal. C'est une question de confiance.
le fait qu'il y ait autant de formations, d'écoute, de support, de très grosses boîtes qui vivent sur le fait que Epic fait son taf correctement, ça crée une confiance qui est plus difficile à générer sur un écosystème open source qui a tendance à être très mouvant. Et même si aujourd'hui avec Blender ça se passe beaucoup mieux depuis qu'ils ont le financement nécessaire pour être structurés, il faut encore travailler sur la confiance, quoi. Ça viendra avec le temps, les écoles, les projets et l'effet spécial. Peut-être avant de passer sur une session questions-réponses, vous m'aviez fourni des slides. Je ne sais pas s'il y avait des infos particulières que vous vouliez transmettre avec ces slides ou pas, ou on passe tout de suite aux questions-réponses comme vous voulez. Oh, non, pas nécessairement. Non, éventuellement, tu peux toujours montrer la dernière diapo sur le pipeline. C'est juste pour montrer qu'il y a il y a vraiment une mixité. Et vous voyez, il y a beaucoup de Maya en fait partout. Hein. Il y a beaucoup de Maya. Et en fait, Unreal, c'est tout le reste. Donc c'est pour le lighting, surfacing et set dress. Voilà, c'était juste pour montrer un petit peu ça. Voilà, nous on a une petite particularité, c'est qu'on a vraiment intégré dans Unreal un système qui nous permet de définir nos propres assets. On n'utilise pas directement les éléments fournis par Unreal, on a un joli wrapper entre les deux. Ça nous permet de gagner énormément en flexibilité. Mais c'est la seule chose vraiment assez anodine chez 2 minutes. Et puis non, sinon après c'était la diapo sur les chiffres de légendaire qui est toujours intéressante. Alors il y a deux contraintes peut-être qui sont intéressantes dont on n'a pas parlé. C'est les disques, c'est que la gestion de Perforce. Alors là je vous l'ai juste mis ici, mais le projet légendaire, comme chaque personne a une copie du projet, parce que quand on travaille sur un jeu vidéo, chaque développeur, chaque graphiste a une copie intégrale du projet. Bah ça, c'est très compliqué en fait à manager sur des productions de films. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on est quasiment à 2 Tera par graphiste. Donc ça veut dire qu'il faut du SSD, hein, parce que Unreal maintenant c'est SSD obligatoire. Donc ça veut dire que pour toutes les personnes qui travaillent avec Unreal, vous savez d'office qu'il vous faut a priori 2 Tera octets de SSD par graphiste. Donc ça c'est un coût. Alors il y a des moyens de faire en sorte de pas tout synchro, etc. Mais ça rajoute de la complexité en management technique. Et l'autre contrainte, c'est que nous, on avait à peu près une quinzaine de machines pour rendre le film. C'était des 40-90. Et ça, c'est un truc qu'on n'évoque pas beaucoup. C'est que, par exemple, on parlait de faire en sorte que les gens en layout ou en anime, ils puissent en gros voir ce qu'ils font dans Unreal, mais ça veut dire que du coup je dois mettre une 40-90 à tous mes animateurs. Donc moi j'ai une équipe de 20 animateurs, c'est-à-dire qu'il faut que je passe commande d'une vingtaine de 40-90, enfin des cartes graphiques top notch, parce que sinon je peux pas afficher mes décors Unreal qui sont vraiment énormes. Et aujourd'hui, avec le coût du matériel, en fait, même pour un studio comme 2 minutes, c'est rédhibitoire. Donc en fait, on est le lighting Maya, la preview, le layout qu'on a dans Maya, en fait, on peut la rendre très facilement avec des cartes pas très chères. Et finalement, on va dire, on a au mieux un animateur, il a une 1080. Aujourd'hui, ça vaut plus grand chose. Et il peut avoir une petite preview, même avec un petit lighting qui n'est pas définitif par rapport à ce qu'il y aura dans Unreal. Mais je n'ai pas à lui mettre une 40-90 à lui comme à ses 20 collègues, quoi. Donc ça, le matériel, c'est aussi une contrainte. Ouais. En série, la question serait se poser moins parce qu'on n'avait pas des scènes aussi lourdes, je pense. Et effectivement, ça passe aussi par un petit travail de différents settings de qualité de rendu pour avoir du lighting au layout, mais pas forcément le lighting où il y aura toutes les petites loupiottes, juste les principales. Donc, c'était moins un problème, je pense, pour nous. Est-ce que vous voulez que je monte des slides en particulier ou on passe aux questions ? Non, je crois qu'il y a tout. Hein. Après. Ah bah c'est bon. Non, c'était tout. Ouais. Ok, cool. Bon, merci pour votre présentation, tous ces éléments et à la fois cet aspect critique, voilà, sur les inconvénients et les avantages. Est-ce que ça suscite des réactions ou des questions dans le public ? Est-ce qu'une main se lève et souhaiterait avoir des précisions sur les aspects ? Oui, Virginie. Merci.
J'ai pas bien compris au final qui décide de faire du temps réel ou pas. C'est la direction, c'est la technique, personne qui possède la boîte. C'est vraiment à la tête. Alors ça peut être mixte, hein, parce qu'en fait le choix d'une technologie dépend du coût de cette technologie, parce que moi j'ai beau penser que je sais pas moi, Renderman c'est le meilleur moteur pour faire des belles images, mais si j'ai pas les moyens de me le payer, même si j'ai un supply team qui veut absolument utiliser Renderman, si le directeur de la production lui dit écoute, en fait c'est trop cher, c'est pas possible, il y aura pas de Renderman par exemple. Donc c'est vous qui donnez votre avis ou qui conseillez d'utiliser plutôt telle ou telle technique ou outil, et puis ensuite c'est arbitré sur des coûts financiers. Donc en fait il y a plusieurs arbitrages. Il y a des arbitrages techniques évidemment, parce qu'il faut rester quand même un peu en adéquation avec la topologie des projets. Il y a en tout cas moi pour ma part j'arrive plutôt sous la forme du consultant technique, c'est-à-dire qu'on me dit est-ce que c'est possible de faire ça avec ce logiciel, oui, non, pourquoi, si oui, combien, etc. Répondre à ces questions-là. Après les arbitrages sont des arbitrages économiques plus génériques pour lesquels je pense Lucie et moi on n'a pas forcément on n'a pas assez d'argent au capital de la boîte pour décider quoi. Je crois que François a été un peu initiateur, je me souviens plus, mais en tout cas, il a conduit la transition vers Unreal et la temporalité de cette transition. Donc, j'ai peur de dire des bêtises, mais j'ai pas l'impression que ça a été une décision de prod au départ. Cela dit, il y a eu une hype. Et donc, il y a des financements, je sais pas si c'est encore le cas, mais pendant un moment, il y a vraiment des financements qui étaient facilement débloquables en disant on va être high-tech, on va faire du temps réel. Et il y a également une dimension green qui est vraiment forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arguments pour dire que le temps réel émet beaucoup moins. Et donc, ça aide des financements. Et donc, ça peut être aussi une décision complètement de prod pour dire ça on ne peut le faire que si on le fait en réel, parce que on va avoir cette aide, ou alors on veut avoir cette philosophie de faire attention. Et donc après la technologie de toute façon elle est là pour s'adapter, hein. Mais sur l'argument vert, en tenant compte des conséquences hardware, c'est intéressant aussi de se dire si on gagne en interactivité mais qu'on perd en render farm et en espace de stockage et en configuration, Alors là, ce que je vous montre là, c'est rien par rapport. Enfin, ce que j'avais montré, c'est rien par rapport à du précal. Sur du précalculé, sur un film un peu classique, si je donne des fourchettes de 30 millions d'euros pour un projet, vous avez une render farm avec 300 machines. On n'est pas un case machine comme ici, hein. Et on a un nombre d'heures de calcul a priori bien supérieur. Donc après, il faut arbitrer, parce que le GPU, ça consomme plus. Mais bon, en grosso modo, quelque chose de rendu en GPU est plus vert que si c'est rendu sur du CPU. Après, c'est pas toujours vrai. Mais... Non, effectivement, vous avez moins de machines. Nous, je crois que quand je suis partie de Miam, il y avait 3 machines de rendu. Quand on parle de machines de rendu, ça ne veut pas dire qu'elles font que du rendu. C'est que ce sont des machines qui servent aux artistes ou à faire des tests le reste du temps. Il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que ce n'est pas des machines achetées en plus, ce sont des machines qui vont tourner toute la journée. Oui, il n'y a plus de machines dédiées au calcul. Voilà. Et aussi, dans le temps, comme ce sont des machines utilisables par l'humain, ce n'est pas des racks de serveurs, c'est aussi des machines qu'on peut décaler de département en département. C'est-à-dire que les machines qui servent aux artistes aujourd'hui, peut-être que dans 5-10 ans, elles serviront à la prod, peut-être qu'après, ça passera comme ça. Mais en même temps, une carte graphique, elle a une durée d'exploitabilité vachement plus faible qu'un CPU. Un CPU d'il y a 10 ans, on peut encore s'en servir aujourd'hui. Tu peux être sûr que chez Nvidia, ils font tout ce qu'il faut pour que les drivers, l'année prochaine, ils marchent plus. Et puis, de toute façon, on n'en trouve plus des cartes graphiques maintenant. Mais enfin, il y a un consensus qui dit c'est quand même potentiellement vachement plus vert. Merci pour la présentation. Moi, je viens du jeu vidéo et j'ai
3 remarques. La première, c'est que justement, je trouve que ce qui a manqué dans les slides, c'est la différence vis-à-vis de ce qu'est la réelle production d'un film. Parce que du coup, je regarde les datas, je fais on n'a pas ces datas-là sur du jeu vidéo. Ce qui m'a amené au fait que, comme vous apportez aussi la réalité du c'est pas magique d'utiliser Unreal, je me suis dit, en fait, ce que je retiens de la. Évidemment, je retiens pas ça, mais ce que je retiens dans un premier lieu, si je réfléchis pas, c'est, en fait, ils ont eu une très mauvaise idée. Il faut absolument pas utiliser Unreal Engine parce que c'est pas fait pour ce que vous voulez faire, à part créer la boîte qui a du coup n'aurait pas été créée si justement avec ces coûts-là. Mais en fait, il faut rappeler un petit peu les gains que vous gagnez et les problématiques que vous présentez, elles sont normales puisque on va dire que 90% de l'utilisation de l'Unreal Engine, comme vous l'avez rappelé, c'est pour faire du jeu vidéo. Et donc Epic va concentrer énormément de son dev à répondre à nos besoins, qui est de sortir une image toutes les 60 images par seconde jusqu'à 30, etc. Donc en fait, c'est aussi des réalités qui fait que je comprends complètement vos problématiques qui sont en effet difficiles à résoudre, mais qui, si présentées que négativement, en fait, par rapport à ce que vous gagnez ailleurs, fait qu'on dit merci pour l'expérience, jamais on passera là-dessus. Maintenant, j'ai une question justement par rapport à justement ce dont vous parliez par rapport à Unreal, c'est Epic. Quel est le degré de feedback et d'aide qu'il vous offre à vous? Par exemple, je vérifiais, c'était Imageworks, Sony Imageworks qui a fait toute une prod pour Love, Death and Robot, justement pour qu'ils apprennent la pipeline, savoir comment ils vont l'utiliser, etc. C'est pareil, de façon partielle, pas de façon à 100%, ça n'aurait pas de logique. Mais justement, est-ce qu'ils vous aident, sachant que c'est pas là où ils vont gagner le plus d'argent, vous l'avez rappelé, et que pour l'instant c'est merveilleux pour eux parce qu'ils avaient Fortnite qui justement paye tout ça. On vient de voir que ça va pas être tout le temps le cas. Donc du coup, les financements derrière vis-à-vis de ce genre de choses et d'aide ne va pas être infini. Donc la période rose est passée, on va dire. Et la deuxième chose que je voulais aussi aborder avec vous, c'est à première vue sur toutes vos productions, je suppose que vous êtes maître à 100%. Que se passe-t-il si vous avez besoin d'outsourcer? Et d'un seul coup, on utilise une pipeline sous Unreal et tous les autres autour sont sur Maya plus le classique. Donc, comment vous abordez ce sujet-là? Merci. Alors, moi, je l'ai abordé dans mon travail parce que quand j'étais chez Miam, en fait, l'animation et le layout étaient faits par un autre studio qui s'appelle Jungler. Et effectivement, ça rentre dans les négociations de pourquoi est-ce qu'on apprendrait à nos artistes un nouveau logiciel alors que vous êtes le seul client à nous le demander. Donc après, voilà, ça se négocie, ça peut passer par des négociations économiques, mais aussi des négociations de partage de connaissances, de partage d'outils, ce genre de choses, de gestion. Pour ce qui est de l'aide que Epic, l'intérêt qu'Epic porte à l'animation, effectivement, on n'est pas un gros marché. En revanche, on est un marché sur lequel ils ne sont pas concurrencés par les autres moteurs de jeu. Unity s'est retourné plus vers le mobile. Unity a même fait le choix contraire, il a laissé tomber l'animation. Des logiciels libres comme Godot, de toute façon, ils ne sont pas dans une logique économique et de toute façon, ils sont plus pour du indé pour l'instant. Donc voilà. Donc là, ils ont open bar. Donc soit ils le saisissent, soit il va y avoir un nouvel acteur qui n'est pas encore dans la course qui arrive. Donc ils ont tout intérêt aussi à nous courtiser, j'ai envie de dire. Après, effectivement, on a parlé pas mal des points négatifs, parce que l'idée aussi, quand on fait ces conférences, c'est de vous dire là où on a eu des blocages pour que vous ne tombiez pas sur la même chose. On a quand même aussi parlé des points positifs, et effectivement, les points positifs, ils sont très humains. Comme je disais, par exemple, les layouters. Nous, les layouters, quand ils ont pu faire le layout avec le lighting, ils étaient ravis, parce qu'ils avaient enfin ils avaient une impression de travailler pour le produit final qui était renforcé. Ça, c'est important. Les lighters aussi, ils sont ravis de pouvoir travailler en temps réel, de pouvoir tester des choses nouvelles. Voilà. C'est des choses qui sont vraies, mais là, on était sur une discussion un peu plus technique, donc effectivement, c'est moins ressorti. Oui, effectivement, j'allais réagir là-dessus, et d'ailleurs, merci pour ton retour là-dessus. On a beaucoup parlé des problèmes, là, mais le point de départ, c'est qu'il y a des prods qui sont sortis et qui sont bien, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même, on se permet de parler des frictions et tout ça, et comment est-ce qu'elles ont évolué dans le temps, jusqu'à un moment où maintenant c'est bon, ça marche, quoi.
Donc ça marche. Et pour le coup, j'ai un petit peu d'expérience sur ton autre question. Quand je travaillais pour Input, on a déployé Ion dans un studio qui travaillait que avec des sous-traitants. Et on a organisé la collaboration entre les sous-traitants, donc que sur du Unreal, par une couche dans Perforce. Un plugin Perforce. Et en fait, tout se faisait contrôler par cette façon-là. Avec une équipe de dev de 15 personnes, c'était un plaisir. Ouais, je vais peut-être rebondir sur les premières remarques que tu avais, où tu disais oui, c'est normal que vous galériez entre guillemets. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que en fait, on a effectivement, le moteur est pas spécialement fait pour ça, mais on a quand même fait un long métrage. Je veux dire, c'est quand même, ça arrive au cinéma, ça concurrence ce que sortent d'autres grands majors américains qui eux utilisent des render farms absolument astronomiques et qui sont à 7 heures la frame. Là, on est à même pas 1 minute la frame. Donc c'est quand même, c'est quand même un gain absolument énorme. Et même en termes de réactivité, c'est-à-dire que, alors on parlait beaucoup interactivité, temps réel versus interactivité. En fait, les graphistes, quand ils travaillent, c'est très interactif. D'ailleurs, je modifie ma light, je vois immédiatement. Alors, je suis pas à 100% comme sur le rendu final, mais j'en suis très, 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 très proche. Et en fait, après, je lance. Et je vais dire, au pire, je l'ai le lendemain. Et parce qu'il y a énormément de gens qui demandent aussi beaucoup de rendu. Donc, quand il y a beaucoup de demandes, il faut attendre un petit peu. Mais je veux dire, au mieux, j'ai mon rendu def avec le motion blur, avec tout le détail. Je l'ai dans l'heure, quoi. Donc ça. Alors, il peut le faire en local sur sa machine, ou il peut le déporter. Ça, c'est un choix c'est le graphiste qui décide. Le problème, c'est que quand il le fait en local sur sa machine, il est en train de rendre à fond, et donc il peut pas continuer à travailler sur d'autres scènes en attendant. Enfin, voilà. Après, c'est un choix. C'est les gens qui font ce choix-là. Mais en fait, on est sur un degré d'itération potentiellement plus élevé que, au regard de la quantité de matériel et des besoins nécessaires pour le faire, assez important. Je l'avais noté sur ma diapo, mais on est sur un taux d'itération moyen de 12. C'est-à-dire qu'un plan, je le rends 12 fois. C'est à peu près équivalent à ce qui se fait sur d'autres longs métrages. Mais on a beaucoup moins de machines. Pour atteindre des degrés d'itération comme cela, je suis obligé d'avoir une render farm absolument monstrueuse pour être sûr que quand je suis un graphiste, j'envoie mon rendu le matin, je suis sûr que le lendemain, il est là. Parce que sinon, en fait, je suis un graphiste, je le lance ce soir, je reviens demain. En fait, il y avait d'autres rendus à faire qui étaient plus importants. Et en fait, j'attends le surlendemain, mais il est toujours pas là parce qu'il y a d'autres trucs qui sont arrivés entre temps. Et en fait, je l'ai que la semaine prochaine, mon rendu. Donc là, on est sur des temps d'itération beaucoup plus élevés. Donc ça a quand même un intérêt, même au-delà des galères de mise à l'échelle, parce que là, on tape vraiment le haut du plafond de ce que peut faire Unreal. Nous, on le pousse dans ses retranchements complètement, mais on y arrive quand même. Donc on a quand même ce gain-là au sacrifice de certains types d'effets qu'on va peut-être pas pouvoir faire, où il va falloir négocier avec le réal. Est-ce que tu le préférais peut-être pas plus comme ci ou plus comme ça? Et c'est ça des fois le cœur du problème. Ce que je vois, en fait, c'est que ça fait gagner du temps en productivité. Finalement, l'animateur pourrait presque voir son plan rendu comme ça. Mais alors après, du coup, quand je vois parce que je viens plutôt du lighting et du rendu pré-calque, donc quand je vois le résultat final, je me demande, une fois qu'on est arrivé à la version 12, pourquoi est-ce qu'en fait vous repassez pas ça dans un Maxwell pour que la SSS soit un peu plus forte, pour que ça soit tweaké une petite dernière fois vers un gap qui reste visible, parce qu'en fait on voit encore que je trouve que c'est du temps réel.
bizarrement dans le jeu vidéo, je sais pas pourquoi, enfin tout ce que les petits bonhommes en armure très high tech et tout, ça se goupille pas mal parce que on cherche un réalisme qu'on obtient très vite et là sur des projets animation qui demandent ce petit amour en plus, je dirais en fait, où il faut sur chaque plan dire le plastron un peu plus de ci, un peu plus de ça, quoi, voilà, où on travaille plus au plan par plan en fait. Du shader, du rendu, bon, bah, voilà, en fait, en vrai, il n'y aurait pas moyen de passer une marche, en fait, et de remettre ça dans un moteur plus... En fait, ça serait possible, mais ça serait extrêmement contre-productif parce que la plupart des moteurs, Unreal compris, ont leur propre modèle de shading. C'est-à-dire que quand je suis dans Unreal, je crée mon shader dans Unreal avec les paramètres d'Unreal, je set up un graphe spécifique, mais vous avez ça pour absolument tous les moteurs. Je prends Arnold, j'ai un shader pour Arnold dédié avec les paramètres d'Arnold et chaque moteur là. Pourquoi pas Arnold dans GPU Non, tu veux répondre là-dessus? Fini et je compléterai. Alors, c'est bon. Non, mais en fait, c'est une très bonne question. Du coup, ouais, parce que bon, c'est pas, on sait qu'on fait pas tout en GPU de Arnold, mais quand tu mets dans la balance les frictions, tu restes dans Maya, tu as tes shaders tout de suite, tu fais pas tout. Ouais. Mais pour le layout et des choses comme ça, tu dis, enfin, je suis pas dans le détail, hein, c'est vous qui avez testé, mais ça se met dans la balance, quoi, je veux dire. Eh ben, je peux te dire, hein, maintenant, sur les autres productions de chez 2 minutes, on est passé au path tracer. Et là, par contre, on a des temps de rendu bien plus élevés qu'avec du Lumen. C'est-à-dire, on n'est plus à un peu moins d'1 minute la frame, on est plus à 2 minutes 30, 3 minutes la frame pour de la série. Donc on revient, là on revient plus vers des temps de calcul qu'on aurait sur un Redshift ou sur un Arnold GPU ou sur un Renderman GPU. Ouais. Donc je reviens à ta question et là je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les artistes qui viennent en nous demandant un outil technique. Il faut revenir aux besoins humains. En fait, ton besoin humain derrière, c'est je veux avoir un contrôle au plan par plan de chaque petit détail de lumière. Et c'est là où nous, en R&D, en pipe, on va intervenir. On peut faire ces outils dans Unreal. Il n'y a pas forcément besoin de ressortir. Peut-être qu'on n'aura pas exactement le même résultat qu'avec un autre outil, mais on n'a pas non plus les mêmes budgets. Et ça, c'est très important. Parce que les prods en temps réel, elles n'ont pas le même budget. Ou si elles ont le même budget, elles vont essayer de pousser plus loin, soit par exemple tout ce qui est scénario, tout ce qui est mise en scène. Mais c'est un facteur à ne pas oublier. Après, du coup, j'ai fait un peu de séries avec des tout petits budgets et tout. Et en fait, on avait mis de la mocap au milieu du truc et c'était censé faire gagner du temps. Techno qui sort des cartons, les designs qui n'étaient pas faits pour. Donc forcément, on s'est pris un petit gadin avec ça pendant un moment, quoi. On a rincé des équipes à nettoyer des courbes. Et l'idée, en fait, par exemple, chez Attitude, ils avaient une super idée. Ils s'étaient dit, on va faire des rendus en noir et blanc parce que ça coûtait hyper moins cher sur Renaissance, quoi. Et c'était une fausse bonne idée parce qu'en fait, ça voulait dire savoir sur une image noir et blanc, hiérarchiser. En fait, il leur fallait 25 personnes qui savent travailler comme Mignolia, le papa de Hellboy, là, à dire, derrière le bonhomme, vu qu'il n'y a pas de Z, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de profondeur de champ, je fais un mur de briques blanc, un personnage blanc avec un mur de briques noir et blanc, ou un mur blanc avec des rayures noires, quoi. Bref, en fait, ce qui pensait être une économie de temps sur le rendu à la fin, c'est avéré être, à un moment donné, un stop dans la prod, parce qu'ils ont dû faire rentrer des graphistes qui savaient gérer le problème visuellement de savoir faire de la BD comme un type qui a mis 25 ans à l'apprendre, quoi. C'était pas une si bonne idée que ça, au final, quoi. Il n'y avait pas de solution à leur problème, en plus. Donc, C'était une deuxième question ou... Non, ce que je veux dire, c'est, en fait, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, ceux qui ont la question, qui a l'idée de faire ça comme ça? Et en fait, les patrons partent sur une bonne idée au départ de dire, on peut descendre et baisser les coûts. Et en fait, ils entendent plus que ça, en fait. Et la vraie question, c'est, est-ce que maintenant qu'on a des manières de faire qui sont bien rodées et tout, réinventer à chaque fois la roue avec un gain de temps et un gain de production argent, quoi, comme ça. Ça paraît... On réinvente pas forcément la roue, c'est ça le truc. C'est que c'est des technologies qui sont nouvelles en animation, mais c'est des moteurs de jeu. C'est des savoir-faire qui existent depuis longtemps. C'est vraiment quand
quand Paul-Émile disait qu'on pousse dans les retranchements, c'est ça. Ça existe. Nous, on pousse dans les retranchements. On va tester tous les cas limites, mais ça existe. Il y a des gens qui savent déjà, dont c'est déjà le métier, c'est mon métier, de justement régler ces cas limites. Donc, il n'y a pas une notion vraiment de réapprendre la roue. De réinventer la roue, c'est vraiment adapter et comprendre pourquoi on adapte et comment on adapte et que on n'adaptera peut-être pas de la même façon. Mais c'est bon, les gens existent, il faut les trouver. La technologie existe, elle est peut-être encore améliorée, mais on sait pointer là où elle doit être améliorée. Puis je veux pas péter l'ambiance, hein, mais DSSL 6, a priori, il va te le faire le même rendu que Renderman, mais en temps réel sur la sortie de Unreal. Dans le jeu vidéo, il y a cette technologie qui vient de chez Nvidia qui existe, enfin qui évolue depuis quelques années, qui consiste à utiliser de l'intelligence artificielle pour venir améliorer la qualité au départ technique des images. Donc rajouter du anti-aliasing, du motion blur, puis finalement des images entre les images, de l'upscaling, le fait de faire le rendu en demi-résolution. Mais finalement, quand on joue en 4K alors que c'était rendu en 2K. Donc ça, c'est des IA qui viennent augmenter la qualité générale de l'image, et là ils viennent de sortir la dernière version qui augmente la qualité esthétique. Donc gros topic un peu chaud, allez regarder des vidéos sur YouTube. C'est un peu un filtre type TikTok, mais bon, ce qu'on est en train de voir là, c'est que là où ils veulent aller, c'est de fixer les problèmes de rendu dont tu parles. C'est-à-dire que effectivement, on peut aller chercher le besoin initial derrière la question. Mais en fait, on pourra jamais, enfin pour l'instant, on peut pas aller leur donner le troisième rebond dans les cheveux transparents. On peut pas. Et c'est exactement ça qu'ils veulent avoir. Ils veulent avoir le SSS qui te montre un peu l'os, alors qu'il est sur un volume qu'on calculera pas. Mais l'IA d'augmentation esthétique du rendu, ça sera la réponse des moteurs de jeux vidéo. Et puis il y a déjà des hardware qui le font sans forcément en parler. Par exemple, la Switch 2, c'est intégré de base, et des téléviseurs qui le font aussi. La question, c'est de savoir aussi quelles sont les limites. Moi, je sais que si un client vient et qui veut faire un film Pixar, je lui dirais il ne faut pas le faire dans Unreal, parce que je ne pourrais pas le faire dans Unreal. Il y a des tonnes d'effets. Toi qui est lighter ou qui doit connaître un peu de shading, si je te demande de faire du random walk SSS dans Unreal, il ne sait pas faire. Tu as un fake, t'as une peau qui fait effectivement un petit peu jeu vidéo, un petit peu. On n'est pas au degré de finesse qu'on a avec un path tracer classique. Par contre, est-ce que vraiment tous les projets ont besoin de ça ? Nous on dit s'il n'y en a pas besoin, ça sera beaucoup moins cher. Et juste une remarque et un clin d'œil aussi à Rémi, à Flavio. En termes de retranchement, je me rappelle de l'interview d'Hervé Vitric, un des fondateurs d'ATI, qui rappelait que même les logiciels 3D venaient des simulateurs de vol pour l'armée et de l'industrie automobile. Donc au départ, c'est un détournement pour en faire des dessins animés. Ah oui, je vais même rappeler que les premières versions de Renderman, c'est la même chose que Unreal. C'est-à-dire, on projette des polygones sur les écrans et on rasterise. Donc en fait, les jeux vidéo qu'on a maintenant, c'est en fait la version accélérée qui tourne beaucoup plus vite de Renderman des années 90. On devrait parler de reconvergence. Du coup, j'avais une question par rapport au path tracer dans Unreal. Je suis assez étonné de ce virage, justement par rapport à tout ce travail, notamment d'import d'assets et de tout, qui demande quand même un travail on a parlé de refaire le shading, ça demande quand même beaucoup d'import d'assets, de préparation d'assets pour que ça tourne. Donc, à partir du moment où du coup on a besoin de l'humaine quelque part, où on gagne vraiment du temps par frame, du coup, je dis Unreal, du coup, tout le process d'avant a du sens. Mais à partir du moment où on revient sur le path tracer, qui a aussi ses contraintes, il a aussi des limites, il faut refaire les shadings et tout. Ouais, quand même, c'est pas transparent, quoi. C'est pas juste je switch l'humain path tracer, il y a quand même des choses à faire.
Du coup, la question était assez pertinente en disant, bah, du coup, pourquoi pas rester dans le soft de départ en disant, je vais dans Arnold avec Maya, quoi. Enfin, Ouais, mais ça se tient comme question. Alors en fait, il y a la première réponse, c'est que ça dépend de la nature du projet. C'est que en Rasterizer Lumen, il y a des choses qu'on peut juste pas faire. Tout ce qui est réflexion, réfraction, c'est très compliqué. En fait, c'est pas des technos qui sont faites pour. Donc de toute façon, regardez un jeu moderne, dès qu'il y a un verre, c'est pas très joli. Dès qu'il y a des miroirs ou des choses comme ça, on est obligé d'utiliser des tricks un peu énervés pour que ça fonctionne. Donc là, nous, on était sur une typologie de projet où on a énormément de miroirs parce que c'est un élément narratif essentiel de la série sur laquelle on travaille. Donc là, le Path Tracer, on s'est dit, bon, c'est un bon trade-off. Mais demain, si on a un projet qui est beaucoup plus adapté et qu'on arrive à répondre aux besoins artistiques demandés par le projet et qu'on veut le faire dans Lumen, l'avantage, c'est qu'on garde exactement le même pipeline, mais cette fois-ci, hop, le projet, on le bascule sur du Lumen et on revient sur des temps de rendu qui sont acceptables. Donc là, si tu veux, on garde quand même cet avantage du choix. C'est-à-dire qu'on est prêt, dans certains cas, à sacrifier un peu de temps parce que narrativement, artistiquement, on en a besoin. d'accord. Du coup, vous commencez à vous retrouver dans les mêmes problématiques des gros studios qui ont déjà leur pipeline avec déjà leur soft, ou du coup, changer de soft il faut refaire tout le pipeline. Ouais, exactement. Donc le Path Tracer s'inscrit justement dans... j'ai mon logiciel en fait de rendu et du coup... ça améliore, mais je revois pas tout mon process. C'est ça, ouais, exactement. Là, en fait, comme 2 minutes, ça fait déjà pas mal d'années qu'on a développé la techno. Aujourd'hui, ça devient un pilier, j'allais dire, technologique pour le studio. C'est un facteur démarquant important pour nous. Le fait qu'on sache faire justement ces deux types de projets-là à des coûts, à des ranges de prix justement qu'on peut arriver à négocier plus facilement. Ça, c'est un atout considérable pour le studio. Merci, ça sera la dernière question. Si vous avez d'autres questions ou remarques, je vous propose de les continuer éventuellement dans la fermeture. Je vous propose d'applaudir une dernière fois nos intervenantes et intervenants. Merci.